Au module de la formation, nous allons parler tout simplement de l'anatomie du mental d'un trader. Un module qui sera super intéressant parce que moi, figurez-vous que pour me discipliner dans le trading ou pour contrôler ma psychologie, j'ai toujours mis en avant ce qu'on appelle tout simplement la discipline. Discipline. Mais c'est quasiment impossible de rester discipliné lorsqu'on ne comprend pas les aspects psychologiques qui tournent autour de notre psychologie de trader. Et la première des choses que nous allons étudier tout simplement, c'est l'anatomie du mental d'un trader. Un sujet très intéressant et très passionnant. Alors ici, dans cette première partie, nous allons aborder le cerveau et la gestion du stress. Il faut savoir qu'un facteur qui est très important à retenir ici, c'est que notre cerveau est structuré en un système qui est divisé en 3 différentes parties. Et chacune de ces parties-là va rentrer en jeu lorsque nous sommes en face du marché. Voici notre cerveau et il y a 3 systèmes qui guident ce cerveau-là lorsque nous sommes traders. Le premier système, c'est le cerveau reptilien. Le deuxième, c'est le cerveau limbique et le troisième, c'est le néocortex. Pourquoi c'est important de comprendre ça? En fait, on va décortiquer pour que vous compreniez. Il faut savoir que tout être humain est guidé par un cerveau qu'on appelle le cerveau reptilien. Et c'est quoi le cerveau reptilien? C'est tout simplement le cerveau le plus ancien. C'est le cerveau le plus primitif. C'est le système, le système cervical qui est le plus primitif ou le plus ancien de l'être humain. Et c'est ça qui permet tout simplement à l'être humain d'activer son instinct de survie lorsqu'il se retrouve en face d'un danger ou en face d'un risque à prendre, ou un risque qui se dresse devant lui, tout simplement. Et c'est en comprenant ça qu'on comprend qu'on arrive à réaliser que notre cerveau ne fait pas la différence entre un risque qu'on est en train de prendre sur le marché et un serpent qui se dresse devant nous. Parce que dans tous les deux cas, il y a un risque, il y a un danger. C'est le même cerveau qui intervient, le cerveau reptilien. Lui, il active directement un instinct de survie. Parce que quand on prend une position sur le marché, qu'on risque de l'argent et tout ça, on sait qu'il y a un risque de perte. On sait qu'il y a un risque de perte qui est là, qui se dresse devant nous. Et donc, le cerveau reptilien, lui, il rentre en jeu. Et dans le cas du trading et tout ça, face à la perte, il va réagir. Parce que vu qu'il déclenche l'instinct de survie, il y a une réaction qui provoque chez le trader. La première réaction, c'est quoi? Soit le trader attaque, soit le trader fuit devant la perte. Dans le cas, dans des situations réelles, soit l'individu attaque, soit l'individu fuit. C'est l'instinct de survie qui crée ça. Soit on attaque, soit on fuit. Bon, on peut dire aussi que soit on se défend, mais la défense ici, c'est l'attaque aussi. Le fait de se défendre, c'est aussi une manière d'attaquer. Voilà, donc c'est soit tu te défends, soit tu fuis. Dans le cas du trader, c'est ça en fait qui va entraîner tout simplement que lorsque vous êtes en train de vouloir prendre une position, vous allez commencer ou que vous prenez par exemple une position et que vous vous rendez compte, voilà, le cerveau se rend compte qu'il y a un risque qui a été pris, un gros risque qui a été pris. Qu'est-ce qui va se passer? On commence à fermer les positions, donc on a des fermetures. On commence à fermer les positions de manière impulsive, On commence à faire du revenge trading. Pourquoi? Parce que, comment dirais-je, on a fait une grosse perte précédemment, donc là, le risque qu'on avait eu à prendre en fait a déstabilisé notre cerveau et a affaibli notre compte. Et tout simplement, le cerveau reptilien qui s'active va faire en sorte que l'humain va vouloir survivre. Il va vouloir chercher forcément à survivre. Et c'est ça qui va faire que si je fais une perte, j'ai envie de faire en même temps du revenge trading pour que mon compte puisse survivre. Et ça crée le revenge trading chez le trader aussi. Ça crée le revenge trade. La deuxième chose ou la troisième chose, c'est que ça crée la surexposition. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'on prend un trade en buy, donc on suppose que le trader, par exemple, il prend un buy. Là, il prend un buy sur le marché, ici, et que les cours sont en train d'aller contre lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Lorsque le cerveau reptilien s'active, parce que ici il est en train de perdre son argent, donc l'instinct de survie va s'activer. Et c'est ça qui va faire que le gars va commencer à pomper les positions et rentrer encore en position parce qu'il ne veut pas accepter de perdre son argent. Donc, il rentre encore en position, il fait une surexposition de son compte. Et tout ça. Le cerveau reptilien peut bel et bien créer ça. Il y a aussi l'entrée précipitée qui est créée par le cerveau reptilien. Donc, l'entrée précipitée. L'entrée précipitée. Qu'est-ce qui se passe? En fait, vous savez très bien, que les cours doivent venir atteindre cette zone d'abord avant que vous preniez votre position. Maintenant, les cours viennent atteindre la zone. Et qu'est-ce qui se passe? Vous devez attendre maintenant votre pattern. Mais au lieu d'attendre la pattern, vous vous dites non, les cours ont atteint la zone,
qu'est-ce qui se passe? Moi, je vais prendre directement la position parce que j'ai envie de me faire du profit, parce que, comment dirais-je, j'ai voilà, quelques problèmes là à régler. Il me faut de l'argent, il me faut ci, il me faut ça. C'est-à-dire l'instinct de survie s'active. Et qu'est-ce que ça crée? Ça crée une précipitation sur le marché. Ça crée une précipitation dans le prix. On commence directement à rentrer en position par peur de ne rater cette opportunité-là, par peur de ne manquer l'occasion de faire du profit qui va permettre à notre compte de survivre sur le long terme. Le cerveau reptilien agit comme ça dans le trading. Et c'est tout simplement la même chose que dans la vie courante ou dans la vie active. Ensuite, maintenant, vous avez le cerveau limbique. Le cerveau limbique est un système cervical, ou votre système cervical tout simplement, si je peux le dire comme ça. Hein, voilà, je suis pas neurologue ou je ne suis pas voilà, psychologue de profession. Je m'y connais très bien dans le domaine du trading et j'ai bien appris la psychologie des traders, c'est tout. Et ici, en fait, le cerveau limbique, qu'est-ce qu'il fait? En fait, lui, il ressent. Le cerveau limbique, contrairement au cerveau reptilien, qui, après avoir ressenti le danger, ressenti le risque, lui va réagir. Le cerveau limbique, qu'est-ce que lui fait? En fait, il amplifie l'émotion qu'on a déjà. Ok, c'est le socle même, le siège des émotions que nous avons. Le siège des émotions comme la peur, ok, l'anxiété, la frustration que le trader peut ressentir, l'euphorie, le dégoût, voilà, l'impatience. Tout ça là se situe dans le cerveau limbique. C'est le cerveau limbique qui siège toutes ces émotions-là que nous pouvons ressentir. C'est pas le cœur, voilà. C'est dans le cerveau que ça se passe aussi. Okay. Et qu'est-ce qu'il fait? En fait, il amplifie ça. Et c'est ça qui va faire que certaines situations, chez certaines personnes, vont faire moins mal que chez d'autres personnes. Par exemple, vous voyez quelqu'un, il perd $100. Ça ne veut pas dire que ça ne lui a pas fait mal de perdre les $100, mais juste que ça lui fait moins mal qu'une autre personne. C'est tout. Parce que son cerveau limbique n'arrive plus à amplifier la dopamine. Ok, amplifier l'émotion de la douleur ou la peur qui se situe lorsqu'il doit perdre $100. Imaginez-vous par exemple un trader qui a $1 million dans son compte et qui perd $100. Vous n'allez pas me dire qu'il va flipper. Vous n'allez pas me dire que son cerveau limbique va amplifier la peur de perdre $100 alors qu'il a $1 million. C'est pas possible. Mais le jour où il perd tous les $1 million et il ne lui reste que $100 dans son compte, peut-être il s'est battu pour retrouver $100. Il doit tout reconstruire brique par brique. La même personne qui n'avait pas peur de perdre $100 se retrouve aujourd'hui à avoir peur de perdre $100. Son cerveau limbique rentre encore une nouvelle fois en jeu et amplifie cette émotion-là. Donc, en fait, vous allez comprendre que quelqu'un ne devient jamais avide d'émotions. Ça dépend de plusieurs facteurs. Et il faut savoir les cerveaux qui interviennent en face de certaines différentes circonstances que le trader vit, tout simplement. Et dans le trading, quel est le rôle du cerveau limbique dans le trading? Il va tout simplement amplifier ce que vous ressentez devant le marché. Donc, le cerveau limbique, son rôle, c'est d'amplifier ce que vous ressentez devant le marché. Lorsque vous êtes en train de perdre de l'argent, le cerveau limbique peut accélérer la perte. Accélérer le sentiment ou la douleur de la perte que vous ressentez sur le marché. Il accélère ça. La deuxième des choses, c'est que si vous ressentez par exemple une frustration sur le marché, le cerveau limbique va rendre cette frustration beaucoup plus forte lorsque vous serez devant le marché. Et c'est ça en fait et tout, c'est ce cerveau-là qui va alimenter les émotions, les pires émotions que vous avez lorsque vous allez vous retrouver devant le marché, surtout lorsque vous avez un petit capital que vous n'avez pas beaucoup d'argent à investir. C'est ce cerveau-là en fait qui amplifie les émotions que vous ressentez et qui va faire agir de manière impulsive votre cerveau reptilien, qui lui va activer directement l'instinct de survie. Je ne sais pas si vous comprenez, mais en réalité, ce ne sont pas des choses qui sont innées en nous directement, mais ce sont des choses qui se construisent et qui s'amplifient au fil du temps. Je prends un exemple simple. Un bébé qui vient de naître n'a pas son cerveau limbique qui est très développé. Il n'a pas ça. Parce que les deux grandes peurs avec lesquelles on est, c'est tout simplement la peur du bruit. Ok, on a juste la peur du bruit et la peur de la hauteur. Ou la peur du vide, c'est ce que je voulais dire. La peur du vide et la peur du bruit, ce sont les deux peurs avec lesquelles on est. Tout le reste des sentiments qu'on arrive en fait à éprouver de manière très 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 énorme, on les construit avec l'expérience, avec le vécu. Donc, vous allez voir que tout ce que vous pouvez ressentir devant le marché va en fonction de votre vécu, de votre expérience et tout ça. Et c'est un système cervical qui active ce ressenti-là lorsque vous vous retrouvez devant le marché.
Et maintenant, on a le troisième système cervical qui va agir ici, qui est tout simplement le néocortex. Et le néocortex, c'est quoi? C'est le siège de la logique et du plan. C'est ce que vous devez activer lorsque vous voulez passer au stade de trader professionnel, tout simplement. C'est tout simplement le système de votre cerveau qui utilise la logique et qui utilise la raison. Lui, par exemple, lorsqu'il se retrouve, par exemple, devant, et je donne un exemple simple et tout, dans un contexte réel, lorsque vous vous retrouvez peut-être dans la forêt et que vous avez une baguette dans la main, ok, une baguette dans la main et que vous visitez la forêt, vous tombez sur un serpent, le néocortex vous fait vous rendre compte que, ah oui, mais j'ai une baguette dans la main, pourquoi je ne prends pas ça pour tuer le serpent? Ça, il utilise la logique. Alors que le cerveau reptilien, qu'est-ce qui se passe? Lorsque le cerveau reptilien détecte le danger, ici, et que le cerveau limbique active la peur ou le stress et tout ça, le cerveau reptilien active l'instinct de survie, et si les deux-là sont amplifiés, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop de sentiments au niveau du cerveau limbique qui sont amplifiés et qu'il y a l'instinct de survie qui est trop amplifié, vous allez réagir de manière impulsive ou vous allez tout simplement, vous allez attaquer de manière impulsive, soit vous allez fuir. Alors que lorsque le cerveau ou le néocortex est très élevé ici, lorsque vous désactivez un tout petit peu le cerveau limbique et le cerveau reptilien et que vous laissez agir le néocortex, qu'est-ce qui va se passer? Vous revoyez le serpent, mais vous savez que la première des choses qu'il faut faire, c'est de chercher le moyen, la logique par laquelle vous pouvez vous défendre. Pas de fuir, pas d'avoir peur, pas de stresser ou pas de laisser vos émotions vous dominer. Et là, vous vous rendez compte que, ah oui, mais j'ai une baguette dans la main. Pourquoi ne pas tuer le serpent tout simplement avec la baguette? C'est vrai que c'est facile à dire parce que le néocortex n'intervient pas en même temps lorsqu'on se retrouve dans une situation qui expose au risque ou qui nous soumet devant un danger. Le cerveau, le système du néocortex s'éteint d'abord lorsque nous sommes devant un risque ou lorsque nous sommes devant un danger. C'est la même chose dans le trading. Il se passe et c'est ça qui va faire que lorsque un trader se retrouve devant une perte devant le marché ou lorsqu'il se retrouve à vouloir risquer de l'argent, il doit pouvoir identifier que son cerveau limbique va amplifier certaines émotions et son cerveau reptilien va, en fonction de son instinct de survie, vouloir agir de manière impulsive. Et à partir de ce moment-là, il doit calmer son cerveau limbique et son cerveau reptilien pour pouvoir activer maintenant son néocortex, qui est tout simplement la logique et le plan qu'il avait établi de base. Je dois rester logique. Oui, j'ai $100 à risquer. Oui, j'ai fait une perte de $50 hier. Mon cerveau reptilien, en instinct de survie, me pousse à agir impulsivement et me dit, risque tous les $100 sur cette position-là. Parce que si tu gagnes, tu vas récupérer la perte d'hier et ton compte va survivre. Donc, il te donne des stratégies de survie. Mais le néocortex te dit, OK, c'est bien, mais et si tu perds les $100, comment vas-tu faire pour récupérer les deux pertes? Parce que là, ça va te faire $150. Le néocortex te dit, quel était ton plan de base? Au lieu de risquer $100 pour vouloir récupérer ta perte précédente, remets tout simplement $50. Et continue le plan. Continue, suis ton plan. C'est là que il est très important pour les traders de pouvoir identifier ces trois cerveaux-là et comment est-ce que ça se repartit devant le marché. Alors ici, on a par exemple, lorsque vous êtes face à la douleur d'une perte, le professionnel ne réagit pas de la même manière que le débutant, tout simplement. Lorsque un débutant se retrouve face à une perte, ça crée des réactions impulsives. Donc, il se dit, c'est ça qui va créer, par exemple, le revenge trading. J'ai envie de me refaire tout de suite. Parce que là, son cerveau limbique augmente et amplifie la douleur d'avoir perdu de l'argent. Et qu'est-ce que ça fait? Ça active directement le cerveau reptilien, l'instinct de survie. L'instinct qui permet en fait de soit se défendre par rapport à cette perte-là, soit tout simplement de fuir. Et c'est ça qui va faire qu'il aura tout simplement des comportements impulsifs et va vouloir tout simplement faire du revenge trading automatiquement sur le marché. Et maintenant, ça crée des réactions physiques. Donc, selon des scientifiques, etc., ça peut créer ou provoquer des réactions physiques. Alors, moi, je ne vais pas trop m'attarder sur ça parce que je ne les ai pas trop remarqués. Donc, on parle par exemple des symptômes comme un ventre qui se retrouve contracté, une main moite, etc. et tout ça. Moi, j'ai pas trop fait ces remarques-là, donc je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Mais ça crée en fait des actions, tout simplement comme la fermeture, les réentrées impulsives, etc. Alors qu'un professionnel, il va observer, il va se rendre compte d'abord que son cerveau reptilien vient de s'activer. Donc, moi, je me rends compte après une perte que est-ce que mon cerveau reptilien est en train de vouloir agir? Est-ce que je veux agir par instinct de survie ou est-ce que je vais agir par la logique?
Maintenant, à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais poser maintenant une action. Je fais une petite pause, je fais une respiration profonde pour récupérer tout simplement ma logique, donc mon néocortex qui doit s'activer maintenant. Et après ça, je peux me questionner avant d'agir, je peux me questionner en me demandant, est-ce que c'est moi-même qui suis en train de vouloir prendre une décision? Donc, c'est-à-dire, est-ce que c'est la logique qui veut prendre une décision ou est-ce que c'est tout simplement mon cerveau reptilien qui veut agir de manière impulsive, provoquée ou alimentée tout simplement par le cerveau limbique? Alors, c'est très important pour nous de détailler ces différents aspects-là et vous allez tout comprendre au fur et à mesure. Nous allons passer maintenant à la partie numéro 2. Et dans cette partie-là, nous allons commencer à comprendre maintenant l'aversion et la dopamine. C'est un facteur qui va venir ici pour amplifier tout ce que j'ai dit parce que une étude qui a été faite et découverte, bien sûr, par le psychologue Daniel Kahneman, dit tout simplement que l'aversion à la perte est un biais structurel qui explique que la douleur d'une perte est psychologiquement plus intense que le plaisir d'un gain équivalent. C'est-à-dire quoi? On a plus de douleur à accepter une perte, ok, que de satisfaction, que de plaisir à recevoir un gain. C'est-à-dire quoi? Ici, on a une échelle d'équation qui est très simple. On dit que si vous gagnez 2 $, vous aurez le même plaisir que l'équivalent, ok? Vous aurez le même équivalent de plaisir que si vous perdez 1 $. C'est-à-dire que une perte fait beaucoup plus mal que le plaisir que vous procure un gain. Et c'est très important en fait à se rendre compte de ça parce que tout simplement, en cas de perte, c'est un risque, c'est une exposition. Et c'est ça qui va faire que nous nous rendons compte tout simplement que, selon ces mêmes études psychologiques, que le cerveau privilégie la survie plutôt que la performance. Ok? On coupe vite les gains trop tôt et on laisse courir les pertes, détruisant le ratio risque et rentabilité. Et c'est très important de se rendre compte de ça. C'est quelque chose, le jour où je me suis rendu compte de ça, qui m'a vraiment permis de me poser énormément dans ma manière de trader. Parce qu'on dit ici que le cerveau privilégie la survie plutôt que la performance. C'est ça qui fait que généralement les gens restent dans leur zone de confort. C'est ça qui fait que les gens ne veulent pas prendre des risques. Parce que le cerveau privilégie la survie. Il ne veut pas aller trop se déranger. Il va privilégier, ok, comment faire en sorte que je ne perde pas mon capital, plutôt que comment faire en sorte de gagner plus. C'est ça qui va faire que lorsque, par exemple, vous avez 100 $ qui restent dans votre compte bancaire, vous allez commencer par élaborer des stratégies pour plus économiser de l'argent, plutôt que d'élaborer des stratégies pour plus gagner de l'argent. Parce que votre cerveau privilégie tout simplement la survie plutôt que le fait d'aller chercher des performances énormes. Et c'est ça qui fait que dans le trading, un trader, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il a 80 $ ou lorsqu'il a 100 $ à investir sur une position, lorsqu'il prend la position et que la position est en train de faire une perte, il se dit que, ok, je ne veux risquer que 20 $ sur la position, par exemple. Il veut risquer uniquement que 20 $. Mais la position est en train d'aller en perte. Il vient de perdre 20 $, mais il ne veut pas fermer la position parce qu'il se dit, non, je vais attendre. La perte va à 30 $, 40 $, 50 $, 60 $, 70 $ et puis il se dit, non, bon, c'est bon. Si j'ai déjà perdu jusqu'à 70 $, bah, je préfère laisser le compte se cramer ou je préfère attendre littéralement que le cours aille dans ma direction. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas accepter cette perte de 20 $. Alors que si les cours étaient en train d'aller dans sa direction, il serait même prêt à fermer la position, même à 25 $ de profit pour privilégier le fait de ne pas cramer le compte et au moins d'avoir fait quand même un tout petit peu de profit. Et c'est très important de comprendre en fait cette aversion-là, tout simplement. Et après avoir compris l'aversion à la perte, on va comprendre, comme le dit le deuxième point qu'on devrait voir, qui est la dopamine. Ok, on va essayer de comprendre et de décortiquer le process qui se passe, qui crée la dopamine dans la psychologie du trader. Et tout ça, il faut savoir que le trading transforme le cerveau du trader en consommateur d'adrénaline. C'est pour cela qu'il y a des personnes qui ne gagnent rien du tout dans le trading. Comment dirais-je, ils perdent énormément d'argent dans le trading, mais ils continuent les mêmes bêtises, les mêmes erreurs, tout simplement parce qu'ils sont guidés par l'adrénaline que ça leur procure. C'est exactement la même chose que des personnes, par exemple, qui sont devenues des addicts à la drogue, à la toxicomanie et tout ça, tout simplement parce que ça leur crée, ça leur procure de l'adrénaline.
Et on dit que chaque mouvement du marché, donc chaque mouvement que vous allez voir, que ce soit les hauts, les bas et tout ça, ça devient un stimulus mental pour le trader. Plus il va continuer à regarder son graphique, plus il va nourrir une forme d'addiction subtile à ce qu'on appelle l'incertitude, voilà, l'anticipation, la dopamine, tout ça. C'est-à-dire, il nourrit des sentiments de dépendance à la volatilité du marché. OK? Et cette boucle-là, ce stimulus, cette incertitude-là, en fait, ça détruit la discipline du trader sur le long terme. C'est la raison pour laquelle moi, pour ceux qui me connaissent depuis mes débuts et tout ça, j'étais très à fond dans les options binaires. Mais j'ai arrêté les options binaires. Pourquoi? Parce que dans les options binaires, ma manière de trader les options binaires, c'était une manière où on faisait les analyses en M1. On faisait tout en M1. Tout était fait en M1 dans les petites unités de temps. Il fallait vite analyser le marché, vite prendre des positions, faire du price action limit, c'était presque de la haute fréquence humaine. Et ça, qu'est-ce que ça crée? En fait, ça crée une dépendance. Ça crée un stimulus, une grande consommation à la dopamine du marché. C'est-à-dire que chaque bougie, le fait juste de voir le graphique, on ne voit plus quelque chose qu'on doit analyser, se poser et prendre une décision rationnelle. On va juste, OK, chaque bougie, c'est l'occasion de gagner de l'argent. Chaque bougie, c'est une occasion de gagner de l'argent, de gagner de l'argent, de gagner de l'argent. Et ça crée une dépendance à la volatilité du marché. Et c'est l'une des raisons même pour lesquelles je me suis dit, ce style de trading-là ne matche plus aujourd'hui avec le trader que j'ai envie de devenir sur le long terme. Voilà un tout petit peu. Donc ici, pour briser cette dépendance-là, il faut comprendre ces trois différentes étapes. La première étape, c'est le piège. La deuxième étape, qui est juste le sevrage. Et la troisième étape, qui est l'étape de la liberté. Je vais vous expliquer ça de manière très, très simple. La première étape que j'avais même déjà commencé par expliquer en donnant mon exemple personnel par rapport aux options binaires, qui est l'étape du piège. C'est cette étape même qui crée en fait l'addiction invisible. C'est-à-dire que la dopamine dans le trading, il faut savoir que ça ne se crée pas simplement pour les gains qu'on fait ou pour les pertes que nous sommes en train de faire. Non, c'est pas les gains qui provoquent uniquement de la dopamine. Même le simple fait de regarder le marché, ça peut créer de la dopamine chez quelqu'un. Ça peut créer une certaine dépendance chez quelqu'un. Ça peut juste le simple fait de regarder, OK, le marché est en train de monter, on voit déjà une opportunité. Ça crée de la dopamine. Chaque notification peut être considérée comme un gain. Et chaque mouvement que nous voyons sur le marché, c'est une promesse d'excitation. Parce qu'on se dit OK, si le marché il touche ici, OK, ça peut chuter, donc je peux prendre une opportunité ici. Ce simple fait de faire des analyses, ce simple fait de rester devant le marché et tout ça, ça crée une certaine dépendance. Je ne dis pas que c'est mauvais, je suis en train de l'expliquer pour que vous puissiez comprendre l'impact que ça peut avoir. Et il faut savoir que même sans avoir un gain réel, même sans avoir fait des profits réels, le simple fait d'attendre cette entrée-là, ça libère de la dopamine dans votre cerveau. Et c'est ainsi qu'un trader peut devenir dépendant, non pas du profit qu'il fait sur le marché, mais du stress que le marché lui procure. Vous voyez un tout petit peu? C'est un peu comme une relation toxique. Pour ceux qui ont vécu déjà une relation toxique, vous êtes avec la personne vous fait du mal, pertinemment, cette relation vous fait du mal, mais le simple fait en fait et tout d'être avec cette personne-là, de vivre certaines choses avec cette personne, que ce soit bien ou mauvais, c'est tout simplement, ça procure en fait de la dopamine, ça procure une forme d'excitation dans le cerveau de la personne. On ne sait pas vraiment ce qui se passe dans la tête des gens, mais chez certaines personnes, ça peut être plus intense que chez d'autres. Comprendre cela, ça va vraiment vous permettre en fait de savoir réellement comment votre psychologie réagit en fonction ou face au marché. Et qu'est-ce que ce piège-là, ça va provoquer? Ça va provoquer tout simplement le surtrading, l'overtrading. Parce que le marché vous stimule. Le marché stimule tellement le trader, il veut prendre des positions tout le temps. Il veut rentrer en position tout le temps. C'est ça qui va créer l'entrée trop rapide, des entrées trop rapides sur le marché. L'incapacité au trader à rester patient. Parce que tout le temps, il est sous pression. Il est, en fait, ça provoque tellement de dopamine dans lui qu'il est excité à rentrer en position sur le marché. Et le besoin compulsif d'être dans le marché. Il a envie tout le temps d'être en position sur le marché. Et c'est ça, en fait, qui est le piège. La deuxième étape, donc ça, c'est la première étape. Comprendre ça, c'est la première étape. La deuxième étape, tout simplement, c'est l'étape du sevrage. Le moment le plus difficile, c'est quand tu essaies de devenir discipliné que ton cerveau maintenant commence à protester contre toi. Je vais vous donner un exemple très concret. Lorsque vous prenez un trade, lorsque certaines personnes, par exemple, ils prennent un trade et que le trade est en train d'aller dans leur direction, ils prennent, par exemple, vous prenez un buy et que le trade est en train d'aller dans votre direction, vous vous dites, OK, je vais quitter le marché.
Là, je quitte le marché, je ne veux plus regarder, j'ai mis mon TP, j'ai mis mon SL, je veux juste attendre que soit c'est SL, soit c'est TP point et je m'en fous du reste. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous prenez votre position comme ça et que vous fermez le graphique, vous commencez à ressentir une agitation. Vous commencez à ressentir une impatience. Vous commencez à ressentir de la nervosité, un besoin non justifié d'ouvrir votre écran juste pour vérifier là où la position est. Vous ne pouvez pas rester patient. Vous dites non. Bon, j'ai fermé mon graphique, mais ok, je vais jeter un petit coup d'œil pour voir là où c'est. Mais qu'est-ce qui crée ça en fait et tout? Ce n'est pas le marché qui fait ça. C'est le manque de dopamine. Lorsque vous comprenez ce piège-là, vous comprenez pourquoi ça réagit comme ça. Et là, vous savez comment appliquer maintenant le sevrage. C'est le manque de dopamine. Votre cerveau veut pouvoir retourner au schéma addictif du marché. Et c'est là maintenant que le sevrage est le vrai, ça devient le premier vrai test de discipline que vous allez avoir. C'est ici que commence la maîtrise. Apprendre à supporter cet inconfort-là et à laisser la position vivre sans vouloir la contrôler. À ne pas nourrir tout simplement cette boucle de dopamine-là. Pour appliquer ce sevrage-là, vous avez un défi que je vous ai proposé ici qui est très très simple, un défi à appliquer. Et le défi, c'est très simple. Fermez le graphique après l'entrée. Quand vous prenez votre position, fermez votre graphique. L'agitation que vous ressentez n'est pas le marché. Parce que le marché, quand vous fermez votre graphique, vous ne voyez pas. Là, actuellement, que vous êtes en train de suivre cette formation, vous ne voyez pas le graphique. Mais le graphique, il va évoluer. Il va faire des bails, il va faire des SL. Les gens vont faire des SL, les gens vont faire des TP. Donc, quand vous prenez votre position, le marché fera ce qu'elle voudra faire. Donc, pour tuer ce piège-là, pour contrer ce piège-là et appliquer correctement le sevrage, le défi, c'est tout simplement la maîtrise que vous aurez lorsque vous fermez le graphique, après avoir pris une position. Maintenant, on va parler de la dernière étape, qui est l'étape de la liberté. Donc, on comprend le piège, on applique le sevrage qui va diminuer la dopamine que vous crée le marché, parce que les traders qui vont sur le marché sont passionnés. Il ne faut pas confondre la passion et la dopamine et l'excitation et l'addiction. La passion, c'est autre chose. Voilà. Donc ici, maintenant, on va comprendre maintenant la dernière étape qui est tout simplement l'étape de la liberté. Et cette étape de la liberté vient tout simplement lorsque vous arrivez à résister, ok, à l'envie d'agir sur le marché. Donc, vous brûlez tout simplement les vieux circuits, le cerveau s'adapte, la discipline est restaurée et on devient un opérateur méthodique sur le marché. Pour résumer ça pour vous de manière très très simple et de manière très claire, on a la première phase que vous pouvez avoir qui est la phase du piège. Et le piège, qu'est-ce qu'il fait? Ce qui se passe, c'est que ça crée tout simplement de la dopamine, de l'excitation, de l'impulsion. Voilà, vous traversez des périodes d'impulsivité. Et ensuite, qu'est-ce que ça crée? Tout simplement, ou qu'est-ce que ça vous conduit à faire, ou quel est l'impact sur votre trading? C'est que ça entraîne l'overtrading, ok? Le surtrading, l'impatience. Voilà. J'ai été longtemps victime de cela parce que j'aimais tellement rester devant le graphique, j'aimais tellement regarder le marché, j'aimais tellement analyser tout le temps, ressentir cette dopamine-là. Et ensuite, maintenant, il y a la période où il y a le sevrage, la phase du sevrage. Et la phase du sevrage, c'est tout simplement quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça crée un manque. Vous aurez un manque, vous allez vivre un manque lors de cette phase-là, vous allez vivre un inconfort parce que vous avez fermé votre ordinateur, vous êtes éloigné du graphique, ça crée en fait une agitation neuronale, une agitation mentale qui vous donne envie de retourner sur le marché chaque fois. Et ici, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est l'impact que ça crée? Ça crée tout simplement le début de votre maîtrise. Donc, c'est-à-dire, c'est le premier vrai test de maîtrise de soi que vous aurez. Et la dernière phase maintenant, qui est la phase de la liberté. La phase de la liberté, c'est la reprogrammation du cerveau. Reprogrammation du cerveau, qui ne vient que après le sevrage. Le sevrage, il faut préciser aussi que ça peut se passer de différentes manières. Ok? Alors, la partie numéro 3, c'est une partie que franchement j'aime beaucoup parce que ici, on va parler tout simplement, voilà, on va parler des biais et de l'identité. Voilà. Alors, ici, c'est très important pour moi que vous puissiez comprendre en fait ce passage-là, qui va être relié à toutes les différentes choses, notamment le système cervical et tout ça, les 3 différents types de trucs. Bref, tout ce qu'on a eu à voir jusqu'à maintenant. On va parler des biais cognitifs destructeurs du trader. Le cerveau
crée sa propre réalité pour protéger l'ego du trader au détriment de la progression et du capital. Ça arrive même dans la vie courante. C'est-à-dire quoi? Les faits sont là. La réalité est là. Mais le cerveau crée ses propres réalités pour protéger l'ego de la personne qui défend une idéologie, une doctrine ou qui défend une habitude. Et c'est ce qu'on va retrouver en fait dans le domaine du trading. On va parler du premier biais qui est tout simplement le biais de la confirmation. C'est-à-dire quoi? Le trader cherche et interprète les informations non pas pour prendre une décision rationnelle devant le marché, mais juste pour valider une croyance préexistante ou ignorante et tout en ignorant tout simplement les signaux qui sont contraires à cette croyance-là. Là, qu'est-ce qui va se passer? Imaginons que vous utilisez une stratégie du chartisme pour les traders chartistes qui vont utiliser les concepts comme les double top et qui attendent par exemple les pullbacks et qui prennent ici la position ici en sell par exemple. C'est un exemple. Moi, je suis pas trader chartiste, mais c'est un exemple. Qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que vous savez pertinemment que cette règle-là, le trader sait que cette règle-là, il ne doit pas appliquer ça lorsque le marché est en tendance haussière. Mais il voit le marché en tendance haussière, clairement en tendance haussière comme ça. Le marché va faire un double top, fait la cassure et il voit le niveau de la cassure comme ça qui vient faire le pullback. Il voit clairement que le marché est en tendance haussière. Donc normalement, il n'est pas censé appliquer la stratégie, il n'est pas censé appliquer la règle, mais il va se dire non, je vais chercher comment dirais-je, des validations sur le marché qui vont juste approuver le fait que je dois prendre cette position. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va peut-être changer de time frame. Là, par exemple, il était en H1. Il va changer de time frame. Il va peut-être en daily. Il va voir qu'en daily, la tendance est baissée. Il va dire que bon, voilà. La tendance est aussi en H1. Oui, mais la tendance est baissée en daily. Donc, du coup, j'ai vu le double top qui est là. Je vais quand même prendre la position parce que en daily, la tendance, elle est baissière. Alors que la tendance qui est clairement visible ici, c'est une tendance haussière et normalement ça déconfirme. C'est un signal contraire à la prise de la position. Mais le trader qui est victime de ce biais de confirmation-là, tout simplement, cherche et interprète les informations pour valider sa croyance préexistante sur le marché au lieu juste de voir la réalité en face. C'est pour ça que j'ai toujours tendance à dire que on ne trade pas ce qu'on connaît, on trade ce qu'on voit. On ne trade pas ce qu'on maîtrise de base, mais on trade ce que le marché nous montre. Et c'est par rapport à ce que le marché nous montre que nous, on applique ce qu'on maîtrise déjà. Voilà un tout petit peu. Donc, c'est quelque chose qui est très profond. Et la deuxième des choses qu'il faut comprendre, c'est la surconfiance. C'est aussi un biais cognitif, la surconfiance. Après une série de gains, on surestime ses compétences et on prend des risques inconsidérés, oubliant le rôle du hasard ou oubliant tout simplement le rôle que le marché ne peut pas être dompté. Personne ne peut dompter le marché à 100%. Aucun trader, aucune firme, aucun robot, aucun algorithme, aucun système ne peut faire du 100% winning sur 10 ans consécutifs ou sur une série consécutive. Donc, le fait que vous enchaînez des gains ne doit jamais provoquer une surconfiance. Dites-vous toujours qu'une perte peut venir. Et là, il y a le troisième facteur sur lequel je ne veux pas vraiment perdre de temps pour y aller directement, qui est tout simplement l'aversion au regret. C'est aussi un biais cognitif destructeur. Ok? Certes, on dit que les performances d'hier ne prédéfinissent pas vos performances de demain ou les performances futures. C'est-à-dire qu'une société ou un trader qui a fait 10 millions de dollars aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il gagne 10 millions de dollars chaque mois. Lorsqu'on voit des traders qui posent des captures d'écran, ils ont fait 2000 dollars, ils ont fait 10 000 dollars, ils ont fait 5 000 dollars, ça ne veut pas dire qu'ils font ça tout le temps. Ok, donc un trader ne peut pas se lever et dire que ok, bon, j'ai gagné 10 000 dollars ce mois, ça veut dire que chaque mois, je vais gagner 10 000 dollars et il fait ses prévisions financières avec ça pour dire que ok, d'ici la fin de l'année, j'aurai acheté ma Lambo. Ça ne se passe pas comme ça. Donc du coup, les performances peuvent varier. C'est la même chose dans le cas des pertes aussi. Il y a des personnes, ok, qui ont tellement perdu de l'argent ou qui ont tellement fait des erreurs qu'aujourd'hui, ça se transforme en biais cognitif qui les empêche et qui les fait éviter de prendre des décisions par peur de regretter sur le marché. Ce qui mène à une inaction ou à la sortie prématurée d'un trade gagnant. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça là, c'est un facteur très important. La sortie prématurée d'un trade gagnant. Vous êtes dans un trade, vous avez pris une position, les cours sont en train d'aller dans votre direction, les TP n'est pas encore atteint, même le TP1 n'est pas encore atteint, mais juste parce que vous avez tellement fait de pertes, vous vous dites que merde, j'ai pas envie de voir encore une perte aujourd'hui, je clôture mon trade, un petit gain de 10 dollars vaut mieux qu'une perte de 20 dollars ou un truc comme ça et tout, et vous allez voir que ça rejoint un facteur dont nous avions parlé précédemment, qui était dans ce chapitre-là, dans cette partie-là,
voilà, de l'aversion à la perte. Ça rejoint l'aversion à la perte où on dit que ici, tout simplement, le plaisir de gagner est beaucoup moins intense que la douleur que l'on ressent lorsqu'on perd de l'argent sur le marché. Donc tout ça intervient dans les biais et on dit que l'antidote, c'est tout simplement d'avoir la fiche d'erreur qu'on peut assumer. Voilà, une fiche d'erreur à assumer pour forcer la lucidité et briser le cycle de l'auto-sabotage. Faire un plan, faire une fiche et qui va vous permettre non seulement de pouvoir identifier exactement quelle est votre manière de trader, les erreurs que vous avez eu à commettre et tout, être conscient de ces erreurs-là afin que ces erreurs ne viennent pas vous affecter. Si par exemple un trader qui a fait tellement de pertes qu'aujourd'hui il a peur de prendre des positions, si à chaque fois qu'il faisait des pertes, il prenait le temps de mettre un petit commentaire et d'expliquer pourquoi il a fait la perte et qu'il se rend compte que en fait la majorité des pertes qu'il a eu à faire, c'était juste parce qu'il a fait des erreurs, là ça ne va pas créer cette aversion au regret là. Ça va juste lui faire notifier, lui faire prendre conscience que les pertes qu'il fait, certes il fait des pertes, mais ce sont des pertes qui sont faites avec des erreurs stupides. Là, ça lui permet tout simplement de pouvoir se ressaisir. C'est pour cela que j'avais parlé précédemment de l'importance d'avoir un journal de trading. Et c'est pour cela que lorsque vous remplissez votre journal de trading, par exemple sur Full Margin, vous pouvez prenez le soin de déposer un petit commentaire à la fin. Là, par exemple, vous pouvez, au niveau du journal, déposer un commentaire pour marquer, pour vous rappeler les circonstances ou les erreurs que vous avez eu à faire lorsque vous avez eu à prendre le trade. Ça va vous permettre tout simplement de vous retrouver après. Soit, par exemple, marquez toujours le respect de la stratégie. Si vous avez respecté la stratégie avant de prendre votre trade, vous le mettez sur oui ou sur non pour pouvoir avoir des métriques très claires. Et ça, c'est ce qui va vous permettre en fait de durer sur le long terme. C'est très important. Ensuite, ici, on va parler du fait de construire une identité mentale stable. Et là, tout simplement, qu'est-ce qu'on dira? On dit que le trader amateur change de comportement selon son humeur. OK? Les professionnels incarnent un rôle unique, stable et prévisible, celui tout simplement de l'opérateur. C'est pour cela que, en fait, je vais vous faire réaliser quelque chose. Le trader à la base est un employé. Aujourd'hui, le trading est vu comme un métier que tout le monde fait pour sortir de soit la condition d'employé, de devenir indépendant, de devenir libre financièrement, libre géographiquement et tout ça. Mais il ne faut pas oublier qu'à la base, la profession de trader, c'est un métier que quelqu'un il fait dans un bureau. Les traders, ils vont dans un bureau, ils sont payés sous salaire et ils ont des petites commissions qu'ils reçoivent en plus. C'est aujourd'hui que le trading, chacun peut le faire depuis chez lui. Et c'est devenu un business dans tous les sens et tout ça. Donc, ici, les amateurs changent de comportement selon leur humeur, selon les circonstances qu'ils traversent, selon les difficultés qu'ils rencontrent, etc., etc., etc. Et pour contrer ça, il faut que vous retrouvez le rôle de l'opérateur. C'est pour ça aujourd'hui, on avait tendance à critiquer les personnes qui travaillaient pour des patrons ou des personnes qui avaient un boulot. Mais en réalité, ces personnes-là ont une discipline qu'on nous a inculquée depuis les bancs de l'école. Et cette discipline-là, c'est tout simplement que, OK, quand tu dois travailler, tu quittes la maison, tu vas quelque part qu'on appelle l'école, tu portes une tenue qu'on appelle la tenue de l'école, tout simplement, ou l'uniforme de l'école. Et quand tu portes cet uniforme-là, c'est que tu te sens dans la peau d'un étudiant. Psychologiquement, ça te met déjà dans des circonstances où tu dois vraiment te concentrer sur ce que tu as à faire. Tu te sens vraiment comme un étudiant, comme un élève, et tu es dans une condition où tu es là pour travailler, pas pour t'amuser. Quand tu rentres à la maison, là maintenant, tu peux porter ce que tu veux, tu peux aller où tu veux, tu peux faire ce que tu veux. Et la même habitudes ou les mêmes comportements nous suivent lorsque nous allons dans le monde de l'emploi. Lorsque nous allons travailler dans un endroit précis, c'est vrai que ça peut vite se transformer en une routine ennuyeuse, mais ça permet quand même de rester discipliné et focus sur le travail qu'il y a à faire. Il y a l'uniforme du travail, donc la veste et tout ça, la cravate, etc., la chemise, etc. Et il y a l'endroit où on va travailler. Le trader, aujourd'hui, peut construire une identité mentale, tout simplement, en se donnant un nom, donc vous donnez un nom, vous nommez le personnage que vous êtes, tout simplement. Pour moi, c'est Emmanuel Krajak. Quand je suis Emmanuel Krajak, c'est que je suis dans la peau du trader que je suis, tout simplement. Et ici, maintenant, vous devez définir tout simplement vos traits personnels. Donc, ça va vous aider même à déterminer le style de trader que vous êtes. Est-ce que vous êtes le genre de personne qui est calme, précis, respectueux de votre risque? C'est ça qui m'a permis de savoir que moi, mon point fort en tant que trader, c'est la gestion de risque. C'est ce qui m'a permis de devenir très rentable après des années à passer sur le marché, même une année à abandonner littéralement parce que 2017-2018,
je ne comprenais absolument pas grand-chose au trading. Malgré tous mes efforts, j'étais pas rentable. Et c'est quand j'ai compris le secret derrière la gestion de risque et que j'ai commencé à m'intéresser énormément à ça, que j'ai commencé à être rentable. Et donc, je l'ai identifié comme un de mes points forts à côté de ma manière d'analyser le marché, qui est une manière très simpliste de voir le marché. Et ici, vous identifiez vos traits et maintenant, vous créez des rituels d'ancrage. Il faut créer des rituels d'ancrage. J'ai parlé de ça tout à l'heure. Une tenue que vous portez peut-être spécialement, qui vous fait vous sentir trader, qui vous fait vous sentir sérieux, qui vous fait vous sentir, comment dirais-je, dans la peau, dans le pain d'un trader. Vous avez peut-être une musique que vous écoutez et quand vous écoutez cette musique-là, vous devez vous mettre dans la peau du trader. Et en parlant même de musique, Full Margin a réfléchi à ça. Il y a eu pas mal de belles choses qui ont été intégrées, comme par exemple quand vous rentrez dans la session podcast de Full Margin, vous pouvez retrouver des podcasts qui sont intégrés, que ce soit des podcasts de méditation. Donc il y a des podcasts de méditation que moi j'ai tendance à écouter. Quand je les écoute, avant d'aller sur le marché, j'arrive vraiment à me concentrer. Et j'ai beaucoup l'habitude d'utiliser les musiques de style rap qui sont là parce que ça me met vraiment dans la peau d'un trader. Ça me permet vraiment et tout de rester focalisé. Ce sont juste des rituels d'ancrage qu'on peut instaurer qui vont nous aider tout simplement à rester disciplinés. Et là, maintenant, on va conclure ce premier module de cette formation qui est le premier module de la formation The Trader Mind ou The Retail Mind de PK Market Vision. Et si on fait un petit récapitulatif, on va parler tout simplement, revenir rapidement sur les 3 cerveaux dont on a eu à parler. Tout simplement, le cerveau qui va faire intervenir la proie, le concept de la proie au chasseur. OK, la proie, ici, c'est quoi? Alors, tout simplement, ce sont des personnes qui vont, comment dirais-je, cette manière de penser où on nous dit que le trading est une réaction émotionnelle à avoir. Le trader est contrôlé par ses cerveaux reptiliens et limbiques. Là, il est vraiment comme une proie, il est vraiment comme quelqu'un qui va tout le temps se faire liquider sur le marché parce qu'il se laisse dominer par son cerveau reptilien et son cerveau limbique. Il faut transformer cet état de proie-là tout simplement en état de chasseur. Et cet état de chasseur, c'est l'état qui permet de comprendre que le trading est une exécution consciente. C'est une exécution, c'est une série consécutive d'étapes à suivre dans un plan qu'on a fixé à la base et le trader choisit quel cerveau écouter. Il incarne un rôle qui est stable. Et ça, on va pas finir sans dire que la maîtrise commence par la compréhension de soi et c'est votre avantage compétitif le plus durable. Ça, c'est la première chose dont on a eu à parler et c'est le point qui résume vraiment tout ce dont on a eu à parler maintenant. Alors, dans ce module numéro 2, nous allons parler tout simplement de la discipline radicale du trader, qui est un module qui est super intéressant pour moi. Il faut vraiment rester très attentif jusqu'à la fin, parce qu'on va essayer d'aborder les aspects qui vont concerner la discipline, les checklists et tout ça. Donc, on va réellement parler ici, dans un premier temps, de la motivation face à la structure, le fait d'avoir une structure de travail donnée, le fait d'être neutre et l'autocontrôle de soi-même, l'environnement et ainsi que les checklists. Alors moi, j'ai vraiment hâte. Donc du coup, on va commencer en même temps. On va parler de la motivation contre la structure. Alors, on va juste vous poser une question. Moi, je vais vous poser une petite question et tout. C'est-à-dire que vous allez remarquer, si je vous demandais, vous qui suivez la vidéo, tout simplement, pourquoi vous arrivez à être exemplaire un jour et puis vous êtes complètement incohérent le jour suivant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous prenez des résolutions. Non, moi, je vais prendre mon trading au sérieux. Non, je vais faire ci. Non, je vais faire ça. Mais le lendemain du jour où les résolutions sont prises, on se retrouve à faire des bêtises, du n'importe quoi. Oh, vous pouvez prendre des résolutions aujourd'hui. Vous allez vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, je remplis mon journal du trading. Je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci. Vous commencez aujourd'hui et demain, vous faites de très bons gains. Vous continuez. Après, demain, vous faites une perte et c'est fini, vous arrêtez. Mais en fait, ça, par exemple, c'est parce qu'on s'auto-conditionne à ce qu'on appelle la motivation. Et ce qu'on oublie, c'est que la motivation est une émotion. Et on a parlé de ça précédemment. La motivation, ce n'est pas quelque chose qui va vous conduire à atteindre vos objectifs. Parce que la motivation, c'est une émotion. Les émotions, ça part, ça vient. Ça part, ça vient. Même, si vous me le permettez, de prendre ces petits exemples-là, parce que j'aime beaucoup prendre des exemples pour rentrer dans les détails, même dans les relations amoureuses, pour les relations qui durent longtemps, ce pas des relations dans lesquelles on sent l'amour grimper ou rester au top de la forme indéfiniment. Non, indéfiniment plutôt. Un jour, on peut se sentir très amoureux, le lendemain, on se sent un peu bof, etc., 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 etc. Donc, ce n'est pas ce sentiment puissant-là qui va maintenir la relation. Exactement la même chose pour atteindre un objectif, exactement la même chose pour construire un système sur le long terme. On ne peut pas compter sur une émotion pour rester constant sur le long terme, c'est pas possible. Et là, on va commencer par une phrase, ce qui en dit long sur la vérité
sur la motivation, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de bon jour. Il n'y a pas de mauvais jour, mais il y a seulement un jour d'exécution. Et c'est exactement ce que j'ai tendance à dire. Je dis souvent que ce soit les pertes ou que ce soit les gains, en réalité, c'est pas ça qui est important. Parce que les pertes et les gains ne sont que des résultats de quelque chose qu'on fait. Si vous êtes un trader rentable ou un trader non rentable, c'est à cause de certaines actions qui sont posées. C'est à cause des émotions. Non, des décisions plutôt, je voulais dire, autant pour moi. Donc, ce sont ces décisions-là qui donnent des résultats et ce sont ces résultats-là qui sont des pertes ou des gains. C'est la même chose. Une bonne journée est un cumul, OK, de décisions qui ont été prises qui donnent un certain résultat. Que ce soit des décisions, des actions et tout ça. Que ce soit vos actions ou des actions d'une autre personne. Donc, une mauvaise journée aussi, c'est pareil. Ça peut être vos propres décisions ou des décisions d'une autre personne ou vos actions ou des actions d'une autre personne qui peuvent faire que vous ayez une mauvaise journée. Mais c'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est le plus important ici, c'est juste se contenter d'exécuter ce qu'on a à faire. À partir du moment où on commence à comprendre ça, on comprend ce qu'on appelle la discipline. Et pour instaurer la discipline, c'est très facile à dire, mais très compliqué à instaurer. Lorsqu'on se concentre seulement sur dire discipline, discipline, en fait, la discipline passe par ce qu'on appelle la routine. Instaurer tout simplement ce qu'on appelle une routine. Et pour cela, première des choses déjà, c'est que nous allons supprimer le mot motivation de notre vocabulaire. Elon Musk, même si vous aimez pas trop sa tête, donc je dis ça pour ceux qui l'aiment pas trop, non, c'est pas le personnage qui nous intéresse, c'est ce qu'il dit qui nous intéresse. Ce qu'il dit que si vous avez besoin de motivation pour faire quelque chose, ne perdez pas votre temps à le faire. C'est que vous n'êtes pas assez déterminé pour le vouloir. Vous n'êtes pas assez déterminé pour vouloir atteindre cet objectif si vous avez besoin de motivation. C'est très important. Parce que la motivation, elle vient aujourd'hui, elle part demain. Elle vient aujourd'hui, elle part demain. Donc si demain, elle n'est pas là, donc ça veut dire que vous ne ferez pas ce qu'il faut. Donc du coup, c'est très important de supprimer la motivation et de se concentrer maintenant sur ce qu'on va appeler l'instauration d'un rituel fixe. Et on a donné un exemple ici, c'est que 5 minutes avant votre section de trading, vous pouvez instaurer un rituel que vous avez l'habitude de faire, c'est-à-dire une musique, peut-être vous écoutez d'abord la musique, vous faites de la respiration, vous checkez votre plan, vous ouvrez votre journal de trading. C'est un exemple de rituel que vous pouvez faire avant d'aller sur le marché. En fait, c'est une routine que lorsque vous instaurez ça, c'est une routine personnelle à vous. On ne va pas vous imposer une routine, non. Mais quand vous respectez ça du début jusqu'à la fin, vous avez des résultats propres. Vous avez des résultats concis et vous avez des résultats précis. Et c'est ça maintenant qui va créer dans le cerveau de l'homme ce qu'on va appeler le conditionnement pavlovien de la discipline. OK? C'est lorsque votre cerveau s'est tout simplement conditionné à ce qu'elle doit faire et non à ce qu'elle pense devoir faire. Non. OK? Et là, on va commencer à rentrer en détail. Je vais vous donner un exemple ici, un exemple simple, une mise en situation pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire par là. Pensez à un trader débutant qui se lève le matin à 6 heures, prend un petit café, regarde son graphique, écoute de la musique motivante et il commence sa section de trading avec un gain. Et là, il y a l'euphorie qui se déclenche. Pour ceux qui ne savent pas, l'euphorie, c'est, comme on appelle, une sorte, c'est un ressenti, OK, qu'on a lorsqu'on enchaîne tellement de belles performances qu'on commence à avoir une sorte d'ego qui grimpe. On se sent vraiment imbattable, indétrônable. Voilà. Donc, il commence sa journée comme ça, OK, c'est bon, il est motivé. Aujourd'hui, on a commencé notre section de trading avec $500 de gains. OK, c'est bon, trader rentable, capture d'écran, on poste un peu partout. Allez, hop, hop, maintenant. Deuxième jour, le lendemain, il commence sa journée avec une perte directement. La motivation descend directement à 0. Et à partir de là, la procrastination s'installe. Encore mieux, la procrastination. Là, c'est même tous les autres ressentis qu'on avait eu à parler dans les modules précédents qui vont commencer. La frustration, le dégoût qui va commencer par instaurer, qui va commencer à donner place à son cerveau reptilien, qui va rentrer dans un instinct de survie. Et là, on a parlé d'ici d'un piège, OK, du cycle de la dopamine qui va conduire vers une déception, qui va conduire vers un décrochage, tout simplement. Parce qu'il compte sur la motivation. Et la motivation, ça ne reste pas. C'est ça qui fait la différence entre des personnes avec des personnes qui restent longtemps dans un milieu jusqu'à réussir et des personnes qui commencent aujourd'hui et qui abandonnent parce qu'ils comptaient sur la motivation. Ils comptaient sur les résultats pour rester motivés dans le domaine, sauf que ça ne se passe pas comme ça. OK? Et laissez-moi vous dire un petit détail, si je peux me permettre, la motivation, ça va, ce que je vous montre ici, ça va au-delà même du trading. Même le fait de me lever, de faire cette formation pour vous gratuitement, en plus que vous êtes en train d'absorber avec attention et facilité,
il me faut pas de la motivation pour faire ça. Parce que qu'est-ce qui va me motiver à faire une formation gratuite avec autant de valeur et autant d'efforts? C'est tout simplement une discipline. C'est quelque chose que je suis censé faire, que c'est quelque chose que j'ai eu envie de faire. Je me suis promis de le faire et je le fais tout simplement. J'attends pas d'être motivé pour le faire. Donc ici, par rapport à cette mise en situation, la réponse du professionnel, c'est que lui n'a pas besoin de se motiver. On n'a pas besoin d'être motivé. On a juste besoin de se lever et d'appliquer son protocole, peu importe le ressenti qu'on a. J'ai tendance à dire quelque chose à mon équipe. Si vous passez une mauvaise journée, buvez de l'eau, mais le travail doit être fait. Le travail doit être fait. Que tu sois en gain, en perte, le travail doit être fait. C'est ça qui fait la différence entre des personnes qui restent longtemps dans un milieu, tant bien même qu'il y a des tempêtes à des moments donnés qui arrivent. Parce que c'est dans tous les domaines que ça se passe comme ça. On va passer à la partie numéro 2. Pour commencer à aborder maintenant un principe qui est très important, c'est l'environnement et les checklists. Alors ici, on va commencer avec une question très simple, très banale, très simple. Pourquoi est-il plus facile d'être sérieux dans une bibliothèque que chez toi? Lorsque tu es trader et lorsque tu veux prendre des positions, pourquoi tu te sens plus sérieux dans une bibliothèque que chez toi? Parce que ton environnement conditionne ton comportement. Lorsque vous êtes dans une bibliothèque, tout est calme. Vous voyez d'autres personnes sont en train de travailler, d'autres personnes sont en train de lire. Tout est calme. On se sent dans un environnement qui est propice, qui a été fait pour favoriser le cerveau à se mettre dans un état de concentration. Et c'est fait consciemment comme ça. Lorsque vous allez dans un environnement festif, ou dans un environnement où il y a la fête, le boucan, les chill et tout ça, vous voyez que tout est fait pour vous mettre dans une ambiance festive. Et vous ne pouvez pas vous concentrer dans ce genre d'endroit-là pour travailler. Cela vous dit tout simplement dit quoi? Cela vous dit que votre environnement aussi conditionne votre comportement. Vous rentrez dans la chambre de certaines personnes. La chambre, vous vous dites que, mais attendez, c'est un bazar complet. Alors que c'est dans ce bazar-là que lui, il est inspiré parce qu'il est artiste. Il est dessinateur, il est peintre et tout ça. Donc, c'est dans ce bazar-là que lui, il trouve son inspiration. En tant que trader, vous devrez trouver aussi le milieu dans lequel vous vous sentez le plus concentré et qui favorise votre psychologie. La discipline ne naît pas de votre volonté, mais parfois dans un cadre. Votre cerveau associe chaque lieu, un son ou une odeur à une activité émotionnelle. Donc, vous pouvez utiliser ce mécanisme-là en votre avantage. Et c'est quelque chose qui est super intéressant. Là, par exemple, on a fait quelques propositions. C'est, vous devez essayer de redéfinir votre espace de trading comme un sanctuaire. C'est pour cela que les grands traders, ils ont un setup de trading. C'est vrai qu'il arrive pour des personnes qui ont déjà vraiment la liberté géographique d'être en train de voyager de gauche à droite. Donc, c'est très souvent compliqué d'installer un bureau à chaque fois que vous changez d'endroit, que vous changez d'appartement et tout ça. C'est très compliqué s'il faut être en train d'instaurer des bureaux de part et d'autre. Et c'est ça qui fait la beauté du trading, c'est qu'on peut le faire de tout à n'importe quel endroit. Mais lorsque vous êtes en train de débuter dans ce milieu-là, vous devez avoir un espace de travail que vous chérissez tel un sanctuaire. C'est très important. Un seul écran dédié, ça peut être plusieurs écrans si vous voulez. Un téléphone retourné, notification coupée. Donc là, vous savez que vraiment, quand vous voulez trader, vous êtes concentré. Musique neutre ou vous ne mettez rien du tout. Ça dépend de ce dans quoi vous vous sentez concentré, à l'aise ou déstressé. Ça dépend de vous. Mais ici, le but, en fait, c'est vraiment d'instaurer, c'est pas des règles qu'on exige, mais d'instaurer, en fait, un environnement dans lequel vous vous sentez à l'aise. On ne parle pas ici d'un bureau, on parle ici vraiment d'un cockpit. C'est-à-dire la même importance que le pilote va donner dans son cockpit pour rester concentré dans ce cockpit-là du début jusqu'à la fin du vol, tel un chauffeur qui va rester assis exactement à sa place du début jusqu'à la fin du trajet. Il ne va pas se lever comme les passagers en train de se balader dans le bus. Donc, c'est la même chose pour un trader qui reste concentré du début jusqu'à la fin de sa section pour ces analyses et pour vraiment permettre au cerveau de se sentir dans son sanctuaire de travail. Vous pouvez avoir un carnet, vous pouvez avoir un plan de trading à gauche et à droite. Moi, j'ai tendance à mettre toujours la fiche de lot size comme image, comme poster devant mon ordinateur. Quand j'ai un bureau de travail, ça me permet de voir directement mon lot size devant moi et de savoir que, OK, devant moi, là, je suis là pour trader. Donc, chaque fois que tu t'assois là, tu entres dans un état neuronal associé à la rigueur.
c'est quelque chose qui est super important à préciser. Et là, on va passer maintenant au deuxième point qui est la checklist. La checklist et la prise de conscience qui sont deux facteurs qui sont super intéressants sur lesquels on ne peut pas, comment dirais-je, voilà, on ne peut pas passer. La checklist, c'est quoi? C'est le fait d'avoir tout simplement une liste de tâches avant, pendant, après une section de trading. C'est quelque chose qui est très important. Alors ici, je ne vais pas forcément vous dire d'avoir une liste que vous devez appliquer à chaque fois que vous venez avant, pendant et après votre section de trading parce que ça peut être compliqué à mettre tout ça en place dès le début. Alors que ici, il faut mettre tout ça en place étape après étape. Mais ici, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que je vais mettre beaucoup l'accent sur le avant. Il faut quand même une checklist avant. C'est-à-dire qu'avant que vous allez sur le marché, qu'est-ce que vous checkez d'abord? Avant d'aller devant le marché. OK, il faut checker déjà, est-ce que je me sens bien pour aller devant le marché? Est-ce que je suis émotionnellement prêt à aller devant le marché? Est-ce que je sais exactement ce que je vais chercher sur mon ordinateur avant même d'ouvrir mes graphiques? Ou est-ce que je vais là-bas pour faire du backtest? Ou est-ce que je vais là-bas pour faire du freestyle? Ou est-ce que là-bas, non? C'est ça qui fait que très souvent, on ouvre notre ordinateur et dès qu'on ouvre le graphique, la première opportunité qu'on trouve, allez, hop, 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 on commence à placer des bails, on commence à placer des sells et on se rend compte qu'on a fait une erreur et on coupe les positions, on est en perte. Ouverture de la section en même temps avec une perte. C'est dégueulasse, c'est démotivant, c'est démoralisant et ça active en même temps notre cerveau reptilien. Et c'est ça qu'il faut éviter. Il faut avoir une checklist claire avant d'aller devant le marché. Maintenant, on va parler de la neutralité émotionnelle qui est une prise de conscience. Neutralité émotionnelle, quelque chose ici qu'il faut faire très attention. Parce que quand on parle de neutralité émotionnelle, on ne parle pas d'absence d'émotion. C'est ce que les gens ils pensent. Avoir une neutralité émotionnelle vis-à-vis d'une situation n'est pas le fait de ne pas avoir d'émotion. Parce que j'ai précisé au début qu'on n'est pas des robots. À chaque fin de trade, il faut toujours vous dire, c'est juste un point sur ma courbe. Comme j'ai dit précédemment. C'est-à-dire quoi? Le gain ou la perte ne sont que des résultats. Point. C'est juste des résultats. Si c'est un gain, ça peut être une mauvaise décision qui nous fait faire un gain. Ça peut être une bonne décision qui nous fait faire un gain. Ça peut être une mauvaise décision qui nous fait faire une perte, comme ça peut être une bonne décision, mais malgré que ce soit une bonne décision, ça soit une perte. Mais si vous vous concentrez sur le gain et la perte, vous allez à chaque fois associer le gain à bonne décision et la perte à mauvaise décision, alors que ce n'est pas évident, ce n'est pas toujours ça. On peut faire une très belle analyse et faire une perte. Il faut l'accepter comme ça. On peut faire une très belle analyse et faire une perte aussi, ou un gain. Ça va dans les deux sens. Donc ici, on a dit quoi? Que ce soit en termes de gain ou de perte, il faut prendre une minute pour respirer. Quelque chose qui est très important. Moi, j'ai généralement quelque chose que je fais. Quand je prends une position et que je fais un TP ou que je fais un SL, je n'enchaîne pas une deuxième position en même temps. Il faut toujours prendre une petite pause. Parce que très souvent, la position que vous prenez après avoir fait une perte en même temps, c'est toujours à 90% du revenge trading pour vous venger de la précédente perte que vous avez faite. Donc, c'est très important de prendre au moins une minute, respirer, levez-vous de votre bureau ou allez noter directement votre état émotionnel dans votre journal de trading. Donc, la neutralité se construit par la répétition consciente. Et c'est quelque chose qui est très important. Ce n'est pas par l'absence d'émotion, c'est tout simplement l'absence de réaction. Ici, qu'est-ce qu'on dit? Cette phrase-là, retenez-la très bien. La neutralité émotionnelle, comme je l'ai dit à la base, ce n'est pas l'absence de l'émotion, c'est l'absence de la réaction vis-à-vis de l'émotion que l'on ressent. Parce que les émotions sont là. On ne peut pas éteindre ça comme une télécommande et tout, ça ne marche pas comme ça. Mais on peut éviter de tomber dans le piège de l'action à poser directement après l'émotion. La maîtrise commence quand le cerveau n'a plus besoin de vibrer pour se sentir vivant. Ok? Ici, maintenant, on va voir directement le troisième point qui est l'autocontrôle. L'autocontrôle, tout simplement, un point très passionnant pour moi. On va commencer une nouvelle fois par poser une question très simple pour commencer. C'est-à-dire que vous qui me suivez, que faites-vous quand vous ressentez la panique ou l'euphorie monter lorsque vous êtes en section de trading et tout ça? Que faites-vous quand vous ressentez la panique? La panique, on sait ce que c'est. L'euphorie, on sait déjà ce que c'est. La panique, c'est une certaine peur qui est qui sollicite beaucoup le cerveau reptilien pour passer en instinct de survie. Et ici, on a l'euphorie qui est reliée directement en fait à l'ego. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est quoi? C'est que l'ego déteste admettre qu'il a tort. Et c'est chez tout le monde, encore de surcroît, chez un trader. On déteste avoir tort. Si on a fait une analyse, on ne veut pas admettre qu'on a tort sur la position. Il faut juste admettre.
que tu as eu tort sur cette analyse, tout simplement. Ou que tu as eu raison, mais dans tous les cas, tu peux rien y faire. Le marché, il fait ce qu'il veut. Mais qu'est-ce qui va se passer quand l'ego va commencer à détecter un tort? Le cerveau, en fait, crée alors des biais pour éviter la douleur, détruisant tout simplement la progression. On avait parlé de ces biais-là, en fait, et tout. On avait parlé de ça précédemment. Mais moi, ici, en fait, dans ce module-là, ou dans cette partie, j'aimerais partager avec vous quelques petites choses que vous connaissez déjà, ok, mais qui sont super importantes, et dire aussi pourquoi c'est important. La première des choses qu'il faut pratiquer lorsque vous êtes en période de panique ou en euphorie, et que vous sentez la panique ou l'euphorie monter devant le marché, c'est que vous devez appliquer, la première des choses, la respiration consciente. Une respiration qu'on n'a pas besoin de plier sa jambe comme un maître du yoga pour appliquer forcément. Non, vous pouvez rester assis, posé, tranquille devant votre ordinateur et appliquer juste la respiration. 4 secondes d'inspiration, 2 secondes d'expiration, 6 secondes d'expiration, etc., etc. Vous pouvez comment dirais-je, inspirer, vous retenez l'inspiration et vous expirez. Vous inspirez, vous retenez l'inspiration et vous expirez. C'est quelque chose qui va vraiment vous permettre tout simplement de faire quoi? On dit que c'est un système parasympathique qui déclenche la baisse du cortisol immédiate dans votre corps. En fait, le cortisol, c'est quoi? Le cortisol, c'est tout simplement ce qu'on va appeler l'hormone du stress chez le trader, tout simplement. Que ce soit chez le trader ou chez une autre personne, en fait, et tout. Lorsque vous vous sentez stressé, ok, le cortisol est libéré dans votre corps lorsqu'il perçoit un danger et une incertitude ou encore une menace. Donc, vous allez voir que lorsque vous êtes en face d'un danger, un risque à prendre ou une menace et tout ça, c'est le cortisol qui est libéré dans votre corps qui déclenche directement le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien dont on a parlé dans les modules précédents. Et c'est ça qui vous fait passer directement en instinct de survie. OK? Et là, en trading, une seconde, alors je remets tout ça. En trading, le cortisol monte quand vous êtes en perte. Quand vous êtes en perte, le cortisol, il va commencer à monter. Lorsque vous regardez le marché en permanence, le cortisol peut monter. Donc, vous regardez le marché tout le temps, le cortisol peut monter. Lorsque vous attendez une entrée avec impatience, donc vous êtes là, vous attendez, ça peut créer du stress et quand ça crée du stress, ça crée le déversement du cortisol dans votre corps. Lorsque vous voulez vous refaire, donc lorsque vous voulez, vous avez fait une grosse perte en même temps et que vous voulez vraiment rentrer en revenge trading, on a parlé de ça. Ça, qu'est-ce qui intervient? C'est l'instinct de survie qui crée tout ça. Ok? Lorsque vous tradez pendant une période de forte volatilité sur le marché, vous comprenez rien de ce qui est en train de se passer, mais vous voulez quand même prendre une position. Ça crée un stress. Lorsque vous avez peur de rater un mouvement, le cortisol peut aussi intervenir lorsque vous avez des facteurs de la vie courante qui viennent s'émincer dans votre trading. C'est-à-dire que là, par exemple, il y a le loyer à payer, il y a les charges à payer, il y a vos employés à payer, il y a ci à faire, il y a maman qui est malade, il y a tellement de charges que vous vivez au quotidien que lorsque vous venez sur le marché, vous venez avec un taux de cortisol déjà élevé. C'est pour cela qu'on conseille d'appliquer la respiration. Et c'est quelque chose qui est très intéressant. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'on vous recommande de faire? Deuxième des choses, c'est de faire un ancrage corporel. L'ancrage corporel, c'est quoi? C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir qu'il y a des gens qui ont développé des moyens physiques d'évaporer le stress. Ok? J'ai déjà connu des personnes, par exemple, lorsqu'ils sont stressés, lorsqu'ils sont en période d'euphorie, en période de panique, ils se lèvent tout simplement et ils commencent à chanter. Soit ils peuvent se lever et ils ont, comment dirais-je, il y a des petits jouets là, il y a des petits jouets, ok, qui sont comme ça. Ok, c'est des trucs que vous pouvez acheter très, très, très rapidement au magasin de jouets et tout ça. Et ils peuvent se retrouver à tourner ça pour se tourner le doigt, pour se déstresser en quelque sorte et tout. Il y a aussi d'autres signes. Moi, j'ai mes marques personnelles, physiques, corporelles que j'ai l'habitude de faire lorsque je me sens stressé, qui me déstresse personnellement. Mais vous pouvez en fait créer ces ancrages corporels-là pour évacuer le stress. Tout le monde en a. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez habituer votre cerveau à s'habituer à un mouvement physique. Et lorsque vous faites ce mouvement,
moment-là, ça peut vous aider à vous déstresser. Par exemple, ici, on a le fait de toucher son bureau, par exemple, de redresser son dos et de fixer, par exemple, un point. Et tout ça, ça peut aider certaines personnes. Ici, le but, c'est tout simplement de ramener ton intention dans le réel, dans le physique et pas dans la projection mentale. Ça dit quoi? On quitte l'imaginaire, on revient un peu dans le physique et tout. Non, il n'est pas là à s'imaginer, merde, en période de panique, qu'est-ce qui peut se passer? On est là, on s'imagine tous les différents types de scénarios. Merde, si j'arrive pas à faire 10 000 $ avant la fin de ce mois, je serai dans la merde, etc., etc. Ça dit qu'on se stresse nous-mêmes. N'oubliez pas, on avait parlé d'un ressenti au début. Ce ressenti-là qui était tout simplement le cerveau limbique. Et ce cerveau limbique-là que vous avez, ce cerveau limbique-là, lui, à chaque fois que vous avez un ressenti, lui, il va l'amplifier. Lui, il va l'amplifier. C'est-à-dire que si vous vous sentez en panique, lui, il va encore trouver le moyen d'amplifier la panique que vous avez si vous ne faites pas quelque chose. La panique va augmenter. Si vous êtes en période d'euphorie, donc vous êtes dans votre période d'ego démesuré et tout ça, si vous ne faites rien pour calmer ça, le cerveau limbique va augmenter encore ce ressenti que vous avez sur le marché. Donc, il est très important pour vous d'avoir cet ancrage corporel qui vous permet tout simplement de vous ramener dans le réel, dans le physique, dans la réalité, pas dans l'imaginaire. Certaines personnes ont trouvé cet ancrage corporel-là dans des choses un peu moins catholiques. Bon, ça dépend de vous. Je ne suis pas là pour juger. Moi, je suis là pour faire un cours. Si vous avez compris, c'est super. Alors, il y a un troisième point qui est la documentation immédiate. Immédiate. Quand vous finissez vos sections, notez ce que vous ressentez sans vous juger. C'est un exercice à faire lorsqu'on est à nos débuts. Mais un professionnel n'est pas obligé de faire ça tout le temps. Parce que quand même, si vous avez une activité de trading très intense, vous ne serez pas là en train d'écrire à chaque fois tout ce que vous ressentez. Le but, c'est de le faire au début, au moins dans 1-2 semaines, pour avoir conscience de votre ressenti, pour prendre conscience. C'est un peu comme dans la gestion financière, pour les personnes que je coach, même en dehors du trading que j'ai tendance à le dire, et tout ça. Pour gérer correctement son argent, il faut prendre conscience de ses dépenses. Si tu ne prends pas conscience que tu dépenses de l'argent dans les choses bêtes, tu ne peux pas gérer ton argent. Donc, c'est la même chose. Si vous voulez travailler votre psychologie de trader, vous devez vous rendre compte de vos ressentis. Et pour ça, il faut prendre note. Quand vous remplissez votre journal, mettez dans la section commentaires de votre journal de trading ce que vous ressentez sur le trade. Au moins les 2 premières semaines, 3 semaines, 4 semaines, 1 mois. Au bout de 6 mois, vous saurez déjà exactement le type de trader que vous êtes. Vous n'avez plus besoin de le noter chaque fois. Vous aurez déjà vraiment développé ces ancrages-là à tous les niveaux. Et comme conclusion, tout simplement, je vais faire un petit rappel même pour aller piocher encore même dans les anciens modules parce que la psychologie, ça englobe énormément de choses. On a le fait de sanctuariser son espace de trading. Faire de son espace de trading un sanctuaire. Votre environnement conditionne votre comportement. Un espace conçu pour la rigueur, la force, le respect des règles sans mobiliser votre volonté. C'est respecter les règles sans savoir si vous avez envie de le faire ou pas. Ça, c'est avoir envie de le faire ou pas. Ça, c'est la motivation. Il faut bannir le fait de trader dans le lit. Vous êtes là, vous tradez dans le lit, vous tradez dans le canapé, tout ça. Non, il faut le bannir. Vous pouvez être dans le lit et checker le marché, checker vos graphiques, faire votre backtesting. Mais quand il s'agit de prendre des positions, prendre des buys, prendre des sells, faire vos calculs et tout ça, mettez-vous dans un endroit qui vous permet d'être concentré. Une fois en passant n'est pas mal, c'est ce qu'on dit, mais une fois en passant se transforme en 2 fois en passant, qui se transforme en 3 fois en passant, qui se transforme en une habitude. C'est ça. Le téléphone à portée de main, notification activée, tout ça, il faut bannir. Parce que mettez de l'importance à ce que vous faites. Si vous étiez trader de banque, vous n'irez pas au boulot. Dans une banque, à vouloir gérer des capitaux, des millions d'investisseurs, avec votre téléphone à côté, vous tradez un peu, vous allez dans WhatsApp, vous allez dans YouTube, vous regardez dans Netflix, vous êtes tout ça. Et ça va dans tous les sens. En tout cas, si ça vous permet de vous déstresser, pourquoi pas? Mais moi, je ne conseille pas. C'est tout. Je n'ai pas la vérité absolue, je partage juste. L'espace encombré et des distractions visuelles, il faut éviter ça. Un environnement associé au divertissement, c'est très dangereux. C'est-à-dire quoi? Le même endroit où vous tradez est le même endroit où vous jouez aux jeux vidéo, est le même endroit sur le même écran, vous regardez Netflix, le même endroit, le même écran, le même siège, le même bureau, le même espace sur lequel vous faites tout ce que vous avez à faire. Il faut éviter. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans votre chambre, mais pas tous au même endroit, sur le même poste, au même bureau, au même moment. Ça n'a pas de sens. Il faut bannir tout ça. Ça va permettre vraiment à votre cerveau de prendre au sérieux votre activité. Sinon, il va assimiler le trading que vous faites à de la distraction.
C'est votre propre cerveau qui va l'assimiler. C'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire, c'est vous-même. Alors ici, qu'est-ce qu'il faut créer? Il faut créer un bureau épuré dédié uniquement au trading, si vous préférez, ou à vos activités. Un téléphone retourné, notification coupée. J'ai toujours tendance à faire ça. Je suis généralement en ne pas déranger. Généralement. Un carnet à gauche, un plan à droite, un écran unique. Ne vous dispersez pas trop. Un cockpit où la distraction n'existe pas. C'est un point qui est très important. On ne va pas trop s'attarder sur ça. On va passer maintenant sur la checklist. Checklist. PK. Donc, comme les pilotes, les pilotes sont très disciplinés parce qu'ils ont la vie de plusieurs personnes entre leurs mains. Comme un pilote, le trader suit une checklist pour neutraliser les biais et les réactions émotionnelles. C'est une protection contre votre ego. Vous devez juste respecter un plan et non vos ressentis et non le fait que non, vous êtes le meilleur trader de votre quartier. Ça, tout le monde s'en fout. C'est vous-même, lorsque vous vous couchez le soir, que vous pouvez faire votre bilan et savoir si vous vous mentez à vous-même ou pas. Donc, pour ça, il faut appliquer ces règles-là. Et donc, ici, c'est très important. On a parlé de la respiration profonde, on a parlé de la relecture de son plan. Et là, je vous conseille aussi d'avoir une prévision des émotions possibles. Donc, c'est-à-dire, tenez compte de comment vous vous sentez avant d'aller sur le marché. Moi, quand je me sens pas bien, je vais pas trader. Point. Voilà, j'ai pas d'excuses en fait à avoir là, sauf si je dois respecter mon plan. Si mon plan, c'est que je dois trader aujourd'hui, je vais trader aujourd'hui et je respecte mon plan. Mais si je vois que je suis vraiment en phase émotionnelle où je ne peux pas du tout respecter mon plan, je viens de perdre un proche, je viens d'avoir un événement dramatique ou je viens d'avoir un événement trop heureux qui fait que je me sens trop heureux et donc je vais prendre trop la tête, je vais me prendre trop la tête sur le marché, j'évite d'aller sur le marché. Voilà. Donc ici, on a quoi? On a la discipline. On a parlé de la discipline. La discipline qui va commencer premièrement par quoi? Par la routine, le fait d'automatiser par la répétition, notre routine, tout simplement. Donc, on ne peut pas aboutir à la discipline comme ça en chantant discipline, discipline. Non, 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 non. C'est pas comme ça. C'est la répétition, c'est la routine qui crée la discipline. Une bonne routine plus un bon environnement, conçu pour le trading et le succès, plus le fait d'avoir une belle checklist que vous devez remplir, ça va reprogrammer votre identité. Et la lutte intérieure cède sa place à l'action automatique. Garantie, qui est une garantie de survie et tout simplement de performance. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de ce deuxième module et on va passer au troisième et dernier module de cette formation. Et nous allons vraiment rentrer dans des concepts qui sont super intéressants à comprendre. Le titre du module, c'est Risk Reset, Trader Mind Shift. Et dans ce module-là, nous allons parler de comment redéfinir son risque de manière très propre et tout. Donc, on va déconstruire totalement la vision naïve du risque que les traders retail ont. Bon, voilà. Ensuite, dans un deuxième temps, on va parler des 4 lois de fer. Donc, très important et tout. Ce sont des lois psychologiques fondamentales qui gouvernent toute performance en trading. Et ici, vous allez avoir la psychologie contre les mathématiques, donc face aux mathématiques plutôt. On dit que les traders pensent perdre à cause de leurs calculs, mais en réalité, ils sont en train de perdre à cause de leurs émotions, tout simplement. Donc ici, on a parlé de la gestion de risque la dernière fois et vous allez voir comment est-ce que la gestion de risque est étroitement liée en fait à la psychologie. De la même manière qu'on avait parlé de la formation de la formation sur la gestion de risque, on avait parlé du rapport qu'il y avait entre le ratio et le win rate. On a parlé du rapport qu'il y a entre les deux. Ici, on va parler aussi du rapport qu'il y a entre la psychologie et les mathématiques. Vous allez voir que c'est étroitement lié. Et ensuite, on va parler du loss data loop, donc ce qui veut dire tout simplement la boucle de la perte. Et tout ça, on va parler de ça et on va faire une conclusion sur tout ça, donc une conclusion intégrale. Sans plus tarder, on va parler de la première étape qui est tout simplement la partie 1, Predefine Risk. En fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est un facteur qui est très profond, qui est beaucoup plus profond qu'on ne le pense. La première des choses, déjà, on dit que les traders retail savent calculer un risque, mais le ressentent ensuite. Ça dit tout simplement que, en fait, quand on est trader, on peut réussir, en fait, à bien calculer son risque. On lui dit que, OK, bon, ici, par exemple, je vais risquer $50, etc. et tout ça. Et après, je vais mettre mon TP, après, je vais mettre mon SL. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, quand on fait la perte, c'est maintenant qu'on ressent la douleur? Et ça n'a pas de sens. Si tu avais bien calculé ton risque et que tu étais bien conscient du risque que tu prenais, tu ne devrais pas ressentir de la douleur à la fin parce que tu étais déjà évident dans ta tête que c'est un risque que tu prenais. Et tu es déjà conscient de ça. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on fait bien les calculs, mais au niveau du ressenti de la position qu'on a eu à prendre, il y a un problème. Donc on fait les calculs d'abord et ensuite maintenant on le ressent après. Et ça, c'est quelque chose dont il faut se rendre compte et qu'il faut corriger.
Le fait même de dire, cette fois, c'est sûr. Donc là, par exemple, j'ai bien fait mon analyse. Cette fois, c'est sûr à 100%. Ou encore la théorie du golden setup. Le setup franchement, là, ce setup-là, j'ai eu 5 confirmations. Impossible que ça fasse le stop loss. Mais en fait, ça déclenche une surexposition. Parce que quand tu te dis que tu es sûr de toi, là, tu prends des risques démesurés. Et à partir de ce moment-là, est-ce que tu écoutes toujours le plan que tu t'es fixé à la base ou tu entends d'écouter tes émotions? Et c'est un rapport qui est très important ici à comprendre. Et ce qu'on veut tout simplement dire ici, c'est tout simplement vous faire réaliser que le vrai problème en fait et tout, ou la vraie cause même de l'échec, c'est quand il y a une dissonance, ok, entre tes émotions et les probabilités ou ton plan. Quand il y a une dissonance entre tes émotions et les probabilités, là que tu commences à faire du n'importe quoi. C'est-à-dire que lorsque ton émotion te dit, oui, c'est bon, vas-y, genre, prends ce trade, alors que les probabilités, le plan que tu t'es fixé, l'analyse que tu es censé faire te dit, en fait, franchement, je suis pas trop sûr, franchement, là, c'est pas bon. Qu'est-ce qui se passe en cas de perte? Là, comment dirais-je, le taux de cortisol qui va être déversé dans ton corps, ça va être énorme parce que tu vas te sentir stressé, tu vas te sentir bizarre, tu vas te sentir frustré, tu vas commencer à regretter tout ça. Et donc, quand il y a une dissonance entre tes émotions qui ne sont pas trop sûres du taux de probabilité de ton setup, les choses ne se passent pas bien et là, tu te sens de plus en plus mal. Et c'est tout simplement ce qu'on veut dire dans cette... Et on dit ici quelque chose qui est super important et qui est très parlant. On dit que le risque que tu prends sur le marché, très souvent, ok, 1% de ce risque-là vient de la logique. Donc, la logique vaut parfois 1% de ce risque-là et 3 fois plus vient de l'émotion. 3 fois plus viennent de l'émotion. C'est-à-dire que la volonté peut-être de récupérer une perte, la volonté de pouvoir devenir rentable, la volonté de gagner de l'argent, la volonté de faire un gros gain et tout ça, ça va très souvent dépasser votre logique sur votre gestion de risque. Et quand c'est comme ça, vous vous exposez énormément et ce n'est pas bien. On voit un tout petit peu. C'est-à-dire que si vous êtes prévu, vous avez un style de money management que vous devez adopter, vous devez mettre de côté les émotions lors de ce calcul-là. Si je dois recommencer ma section de trading aujourd'hui alors que j'ai laissé le trading depuis un mois et que je dois recommencer le trading aujourd'hui, je ne vais pas tenir compte du fait qu'avant, quand j'avais abandonné, j'ai perdu 10 000 $. Donc maintenant, je vais recommencer avec 1 000 $. Je vais risquer 100 $. Et je vais comme ça, 100 $ par trade et comme ça, je vais vite rattraper les 10 000 $ perdus. Non. Ça veut dire que votre gestion de risque ne garde que 1% de logique, mais beaucoup plus de pourcentage en termes de vos émotions, en termes de vos ressentis. C'est-à-dire que vous planifiez votre gestion de risque en fonction de ce que vous ressentez, en fonction du revenge trading que vous voulez mettre en pratique, en fonction de votre cerveau limbique qui fait appel à votre cerveau reptilien. Et c'est ça qui est très important ici à enlever. Et la deuxième partie, on va parler des 4 lois de fer. Et ces 4 lois de fer, pour commencer directement, on va parler de la loi qui vous dit comment contrôler votre exposition. Et ici, vous allez comprendre que ce module-là, ce module psychologique est rattaché énormément au module de la gestion de risque. Vous allez remarquer que la formation sur la gestion de risque qu'on avait eu à faire, cette formation était rattachée un tout petit peu à la stratégie. J'avais beaucoup parlé de, ok, imaginez comment vous faites telle analyse et telle analyse. Donc, la stratégie est relié à la gestion de risque, qui lui est relié à la psychologie. Les 3 ne peuvent pas être dissociés. Les 3 ne peuvent pas être dissociés pour être rentables sur le long terme. Sinon, vous allez gagner de l'argent aujourd'hui, vous allez durer 1 an, 2 ans, 3 ans dans le game et vous allez partir. Peut-être même en voulant partir, vous allez faire des conneries, ouvrir des groupes de signaux à la con, ramasser l'argent des gens et quitter le game en ayant la réputation d'un arnaqueur. Et tout simplement. Donc en gros, c'est très important pour vous de pouvoir mettre tout ça en pratique. Ici, on a dit, tu ne contrôles pas le marché, mais tu contrôles combien tu lui donnes d'accès à ton argent. C'est ça qu'il faut retenir. OK? C'est ça qu'il faut retenir. Donc ici, c'est pas toi qui contrôles la direction du marché. Toi, tu contrôles juste en fait combien d'argent tu permets au marché de prendre comme risque pour te récompenser par rapport à l'analyse que tu as fait. C'est tout. Donc moi, j'ai 500 $, j'ai bien fait mon analyse. Le marché, je lui donne 50 $, espérant que si les cours respectent correctement mon analyse, j'aurai un retour sur investissement de 200 $ ou de 300 $ ou etc. C'est comme ça que ça se passe. OK? Donc,
On dit que face à l'incertitude du marché, et tout, donc il va aller en haut, il va aller en bas et tout ça, il faut retenir que notre garde-fou, c'est tout simplement notre manière de gérer notre exposition. Combien tu risques sur la position, pourquoi tu entres en position, où est-ce que tu veux sortir, ce que tu acceptes de perdre. Quand tu as ton planning ici qui est propre, ok, ta décision avant de prendre ton trade qui est très propre, c'est ça qui va constituer ton garde-fou ici. Et c'est ça qui va te permettre de protéger ton capital devant un marché qui est complètement incertain. C'est très important à retenir. On va parler maintenant de la deuxième loi, la loi du risque constant, qui signifie tout simplement ou qui entraîne tout simplement un mental stable. On dit que la constance du risque crée la constance du mental. Et c'est pour cela que quand on était en train de faire la formation sur la gestion financière, j'ai parlé du fixed risk, le fixed risk, qui est un style de money management. J'ai dit que ce style de money management-là qui vous fait risquer la même somme pour chaque position, donc c'est-à-dire que vous savez que sur chaque position vous risquez 5%, ou sur chaque position vous risquez 10%, ou sur chaque position vous risquez 1% et tout ça. Ce fixed risk là va vous créer une condition mentale beaucoup plus stable que la majorité des autres gestions de risque. Et j'avais parlé de ça. Je ne suis pas en train de dire que c'est la seule manière de gérer son risque, mais je rappelle encore la nuance ici. Lorsqu'un trader professionnel, par exemple, il va faire 5 pertes dessus et qu'il va faire, par exemple, moins 1% sur le premier, moins 1% sur le deuxième, moins 1% sur le troisième, moins 1% sur le quatrième, moins 1% sur le cinquième, lorsque il va faire ses trades tout simplement comme ça, hein, et tout, il va faire un total de pertes de moins 5%. Et là, il sait que, ok, bon, c'est bon, dans tous les cas, moi, j'ai respecté mon plan. Mais le trader retail, par exemple, et tout, qui va faire une première position, il a risqué peut-être $10. Un trader débutant en retail, normalement, qui a fait $10 d'investissement sur une position, il a fait une perte. Le deuxième trade, il met $15. Il fait une perte. Le troisième trade, il dit, ok, bon, moi, je vais récupérer les deux, donc du coup, je vais mettre $25 et il fait une perte. C'est fini, son mental est complètement détruit. La constance dans la gestion de risque va stabiliser votre condition mentale. Lorsque vous avez une gestion de risque en désordre, vous ne pouvez pas travailler. Faites la méditation, croisez vos jambes comme vous voulez, votre mental ne va pas s'en sortir. C'est pour cela qu'avant de faire sortir cette formation sur la psychologie, on avait déjà fait une formation sur la gestion du risque d'abord, ce qui est un point qui est très important. Et là, on passe maintenant à la loi numéro 3. Une seconde, voilà. La loi numéro 3, la loi du seuil de tolérance. Ce qui est un point qui est très important et tout ça. On dit que le risque doit être supportable psychologiquement, pas seulement logique. Ok? Oui, c'est bon. Sur cette position, je vais risquer $150. Et si les $150, combien je vais gagner? Je vais gagner peut-être avec un ratio de 1 pour 3, j'aurais gagné $450. Déductive des frais de spread et des frais de commission du broker, je vais gagner peut-être $448 au total. Trouver le montant que l'on peut perdre sans accélération cardiaque est crucial. Je veux risquer $150 pour gagner $450. Oui, mais est-ce que les $150 là, si je les perds, est-ce que ça va me créer des crises cardiaques ou est-ce que ça va me créer des crises cardiaques? Bon, écoutez, ça c'est une petite parenthèse que je mets ici. Donc, c'est très important de voir en fait et tout votre seuil de tolérance. Comment tolérez-vous? À quel point vous tolérez en fait une perte sur le marché? C'est très important. Il y a des personnes par exemple qui vont m'écrire, que ce soit sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube dans les commentaires, qui vont peut-être venir sur Telegram et se plaindre que oh non, moi j'ai investi dans le trading, j'ai mis l'argent que j'étais censé peut-être investir dans telle et telle chose, j'ai cramé mes sous, s'il vous plaît aidez-moi, s'il vous plaît aidez-moi. Mais je me dis mais attends, il y a quel problème? On investit dans ce milieu ce qu'on est prêt à perdre. Donc, il faut regarder votre seuil de tolérance. La dernière fois, j'ai vu aussi une vidéo d'une personne soi-disant qu'elle s'est lancée sur le marché du Forex. Le Forex lui a tout pris, qu'il a investi l'argent de toute la famille, etc. et tout. Et aujourd'hui, il se retrouve à rien. J'ai dit, bien fait. Ça veut dire que toi, tu n'es pas un trader. Parce qu'un trader sait qu'il ne risque que ce qu'il est prêt à perdre. N'oubliez jamais qu'à la base, le trading, c'est pas pour les gens fauchés qui veulent se refaire financièrement. C'est le rêve qu'on nous a vendu. Ce rêve-là nous a permis aujourd'hui d'être indépendants. C'est vrai parce que moi, je suis parti de rien. Mais à la base, on n'oublie pas que le trading, à la base, c'est pas pour des gens qui sont blocs. C'est pour des gens qui ont déjà de l'investissement et qui veulent investir sur les marchés financiers, qui ont déjà du capital et qui veulent investir sur les marchés financiers. Donc, vous devez avoir un seuil de tolérance supportable psychologiquement, pas seulement logique pour vous.
Donc, trouvez le montant que vous pouvez perdre sans accélération cruciale. Et ce niveau personnalisé devient le plafond absolu, fusionnant la gestion mentale et la gestion mathématique. Et tout. Si le risque est trop lourd et tout, ça vous effraie et, cela voudrait tout simplement dire que ce risque est trop grand. Si vous prenez un risque qui vous effraie, ça veut dire que le risque il est trop grand. Si ça passe, effectivement, vous allez vous faire beaucoup d'argent, mais pensez toujours à « et si ça ne passe pas ?» C'est ça qui est important. Donc, toujours être prêt à prendre le risque qu'on a la possibilité de prendre. Parlons maintenant de la loi numéro 4, c'est tout simplement l'exécution par la négociation. Une fois que la règle que vous voulez appliquer sur le marché, elle est écrite, bon, vous avez vos règles qui sont écrites et que vous avez coché toutes les cases, le cerveau n'a plus son mot à dire. La dichotomie binaire supprime le micro-doute. Donc, lorsque le risque est OK, votre setup est validé, le risque est conforme et tout est bon, allez, on clique sur Buy, on clique sur Sell. Mais si le setup est invalide ou que le risque est trop élevé, on s'abstient de prendre la position. Parce que n'oubliez pas, le marché ne va pas disparaître. Il y a des personnes qui regardent cette vidéo, vous me regardez aujourd'hui, et vous êtes lancé dans le trading il y a de cela des années. Mais aujourd'hui, vous êtes relancé encore une nouvelle fois. Certaines personnes parmi vous avaient déjà abandonné, vous êtes relancé. Le trading a-t-il disparu? Non, il sera toujours là. Donc rien ne presse. Rien ne presse. C'est très important de retenir cela. Il faut que tout soit conforme et là, maintenant, vous pouvez aller en all-in si vous voulez parce que tout est déjà conforme. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? On a maintenant la psychologie versus les mathématiques. Cette partie-là fait appel à l'une des lois qu'on avait déjà eu à voir dans les passages précédents que j'étais en train d'expliquer. Et on va revenir sur ça. On dit que on a le risque mathématique et le risque psychologique que le trader y prend. Le risque mathématique, c'est quoi? C'est le risque que le trader a planifié, qu'il a utilisé la logique ou qui a fait appel à la logique. Un risque qui est constant, un risque normal, qui fait partie de son plan. Ça, c'est un risque mathématique. Il arrive au trader de prendre des risques mathématiques, mais il arrive aussi au trader, même des traders professionnels, de prendre des risques psychologiques. Les risques psychologiques, c'est quoi? Ce sont des risques tout simplement qui sont émotionnels, des risques ressentis, des risques qui changent selon l'humeur du trader. C'est-à-dire que lui, il vient sur le marché aujourd'hui, il s'est dit que, OK, bon, aujourd'hui, allez, vas-y, on va mettre $200 sur le marché. Vas-y, on va voir ce que ça va donner. Allez, bon, allez, c'est bon. All in. On va voir ce que ça va donner. Ce n'est pas calculé, ce n'est pas prévu, ce n'est pas planifié, rien. On vient sur le marché freestyle et allez, all in, $200, all in, $1000, all in. Allez, on va prendre un compte FTMO et on fait all in, espérant que ça passe. Ça, c'est des risques psychologiques. Les risques psychologiques que nous avons l'habitude de prendre créent énormément plus de stress, de ressenti émotionnel, de déversement de cortisol élevé dans notre corps et fait en sorte que ça active, le cerveau reptilien qui nous conduit à nous mettre dans une phase d'instinct, de survie et qui nous pousse tout simplement à faire du revenge trading ou à ne pas accepter une perte ou à faire énormément de bêtises. Donc, je ne dis pas que ça, c'est impossible. Non, c'est bel et bien possible. Mais prendre conscience de ces deux types de risques-là va vous permettre tout simplement de mieux gérer votre psychologie. Moi, avant de prendre une position, j'ai un risque que je suis censé prendre dans mon plan. Et il y a des risques à un moment donné qui sont des risques psychologiques. C'est des risques, parce que le trading, c'est un métier risqué sur tous les aspects. Je me dis que, OK, ça, je suis conscient que ça, là, c'est pas un risque qui est un risque que je vais conseiller à mes étudiants, ou c'est pas un risque que je vais peut-être prendre une position et balancer dans mon canal. Pour ceux qui sont dans le canal de PK, on envoie parfois énormément des analyses. Donc, il y a des positions que on peut pas envoyer. Il y a des positions que les coachs ne peuvent pas envoyer dans le canal public de PK pour ceux qui sont dans notre communauté. Et tout ça. Tout simplement parce qu'il y a certaines positions qui viennent tout simplement du risque psychologique. Donc, on dit que, OK, ça, c'est des risques qu'on est prêt à prendre nous-mêmes, mais qu'on peut pas mettre, on peut pas, soumettre à d'autres personnes. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des risques mathématiques, ce ne sont pas des risques forcément qui sont basés sur la logique, planifiés et basés sur une certaine constance. Donc, oui, ça arrive, mais prenez conscience de ce que vous faites. C'est ça qui est le point le plus important. On va rentrer maintenant dans le Loss Data Loop et tout. La perte documentée est tout simplement un investissement. Tout ce que vous faites comme perte, prenez le soin de le documenter. Un trader ne dure pas dans le game sans
un journal de trading. Documenter chaque perte transforme la douleur en un investissement. Ça vous fait vous prendre conscience que les pertes que je viens de faire sur le marché, c'est un investissement tout simplement qui a été perdu. Un investissement qui ne s'est pas passé comme prévu. Il n'y a pas de souci. Tous les jours, on investit dans quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Combien de fois on a déjà acheté des outils? On s'est rendu compte qu'on n'en avait pas besoin au quotidien. Combien de fois on a souscrit à des packs, à des abonnements de choses qu'on n'a jamais utilisées? Et là, maintenant, nous avons tout simplement, voilà, 3 points, donc des erreurs que nous avons l'habitude de faire. Bon, par exemple, il y a les erreurs factuelles qui sont liées à l'impatience, au fait de rentrer trop tôt sur le marché. Ça peut nous permettre, en fait, le fait de noter tout ça, en fait, va nous permettre de nous rendre compte de tout ça. Donc, il y a, comment dirais-je, des points qui sont liés aux émotions qu'on ressent sur le marché. Donc, que ce soit la peur de manquer une opportunité, le FOMO, etc. et tout ça. Et maintenant, on a les corrections à appliquer, donc les améliorations à apporter à toutes ces prises de notes-là que nous faisons, à toutes ces pertes-là que nous notons. Donc, le fait de noter ces 3 différents points-là va pouvoir nous permettre de savoir tout simplement comment les améliorer. Donc, moi, je vais noter d'abord mes erreurs. Ensuite, je vais noter les émotions que je ressens. Et ensuite, maintenant, je vais noter les corrections que j'ai par rapport à ça. Et concernant les émotions, j'avais déjà dit dans le module précédent que vous n'êtes pas obligé de les noter tout le temps. Mais au moins, pour un début, pour prendre conscience de ce que vous ressentez, c'est très important de noter ça pour avoir conscience de tout ça. Et là, maintenant, pour finir, tout simplement, je dirais que accepter le risque, c'est gagner sa liberté. Un trader qui vient sur le marché, il sait déjà que c'est un métier risqué. On n'a pas besoin de venir lui dire ça. Donc, quand tu mets d'une somme sur le marché, viens pas pleurer après devant quelqu'un. Tu sais déjà que c'est un métier qui est risqué. Il faut accepter le risque pour gagner votre liberté. Quand vous avez mis une somme sur le marché, le fait de perdre cette somme ne devrait en aucun cas vous faire chaud ou froid. Un trader n'a pas froid aux yeux quand il fait des pertes. Il n'a pas froid aux yeux parce que si c'est bien contrôlé, il sait exactement ce qu'il fait. Vous voyez un tout petit peu. C'est pour cela que tous les algorithmes sont mis en place. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de mettre des SL, de mettre des TP, de mettre des break-even, de mettre des trailing stop. Il y a tellement d'outils, même par exemple sur Full Margin qui a développé, par exemple, Full Metrics, qui est un outil qui est très dense. OK? Full Metrics qui permet d'avoir tellement d'outils de gestion de nos trades. Par exemple, une fois accédé à Full Metrics ici, pour les personnes qui ne savent pas, au niveau de votre agent IA, si votre agent IA est bel et bien connecté à votre compte et tout ça, vous avez la possibilité, par exemple ici, de placer des stop-loss et des take-profit sur plusieurs positions en même temps. Vous avez la capacité de faire énormément de choses. En fait, il y a tellement d'outils de gestion aujourd'hui qui sont mis à disposition des traders. Full Metrics, par exemple, qui est l'un des outils les plus puissants que moi j'utilise aujourd'hui. Sur tellement d'aspects, il est bien, non seulement pour bien travailler sa stratégie, non seulement pour backtester, même qui est équipé d'un outil de backtest pour les indices synthétiques, comme vous pouvez le voir ici. On a le mode replay, même pour les indices synthétiques, pour bien travailler, pour bien backtester nos stratégies, pour bien travailler les choses. Donc, on a tellement d'outils aujourd'hui qui sont mis à la disposition des traders que c'est un crime aujourd'hui pour le trader de l'investir de l'argent et de se mettre à chialer après. Parce qu'il est conscient de tout ce qu'il peut risquer sur le marché. Il a tous les outils qui sont mis à sa disposition pour qu'il fasse bien le boulot. Donc, ce qui détruit les traders n'est pas le risque, mais le refus. Quand tu cesses de vouloir éviter la perte, tu deviens libre. Cette liberté face à l'incertitude est l'avantage compétitif le plus durable que le trader peut avoir. Le risque ne détruit pas le trader. Ce qui le détruit, ou ce qui les détruit tout simplement, c'est leur incapacité à l'accepter. Une fois que tu l'as accepté, que tu as bien calculé, que tu as tout fait, tu prends conscience de ce que tu fais. Les amis, avant de terminer, je tiens à préciser quelque chose pour finir cette formation intitulée The Retail Mindset. Le trading que nous faisons, c'est un métier que nous avons commencé pour être rentable, pour gagner de l'argent. Nous n'avons pas commencé le trading pour venir fuir les pertes. Nous n'avons pas commencé le trading pour venir commencer à nous battre, pour ne pas perdre de l'argent. Un jour, j'ai lu une citation que je ne suis pas trop d'accord avec ces citations-là et tout ça. La personne disait, le trading, ce n'est pas gagner de l'argent, mais c'est juste éviter de perdre de l'argent. Je ne suis pas d'accord avec ça et tout ça. OK? Lorsque nous commençons à une certaine échelle, à une certaine étape, nous sommes tous lancés dans le trading pour gagner de l'argent.
C'est pour ça qu'on est là. On va pas se mentir. Je suis pas venu dans le trading pour me battre, pour ne pas perdre de l'argent. Sinon, je vais faire autre chose. Donc, on est dans le trading pour gagner de l'argent. C'est un métier lucratif. C'est un métier pour gagner de l'argent. Mais dans lequel on est conscient, comme tous les autres métiers du monde d'ailleurs, qu'il y a un risque à prendre et un risque qu'il faut contrôler.